Eh bien, nous sommes en live. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Trosport, sur Trosport pour ce live débrief de UFC Paris 2 hier soir, donc à l'Accor Arena. C'était le feu, on peut le dire, hein. C'était tout bonnement Ouais. incroyable. Une soirée 5 étoiles pour le MMA français et pour l'UFC en France pour la deuxième fois. 9 Français et Françaises se sont affrontés dans l'octogone, donc soit l'un contre l'autre, mais souvent contre des adversaires étrangers, notamment Manon Fiorot contre Rose Namajunas, Cyril Gane contre Sergei Spivak, entre autres. Beaucoup de choses desquelles il faudra parler aujourd'hui pour débriefer un peu de ces soirées. N'hésitez pas, si vous étiez dans le coin, hein, à Core Arena, ou que vous l'avez suivi depuis votre canapé, à nous partager vos impressions sur les fights et sur l'ambiance de la soirée, pour le débriefer, bien sûr, celui qui était avec moi hier soir et qui est toujours présent, Antoche. Bonjour à tous, bienvenue Antoche. Salut Théo, bonjour à tous. Effectivement, soirée de fou hier soir. On attendait une carte énorme et on a eu le spectacle qu'on méritait et qu'on Mm. attendait en tout cas. Belle performance de tous nos Français, hein, Ouais. globalement. Sauf la première, Ouais. hein, mais comme on l'avait pu le pronostiquer vendredi, Zara C'est Fern, compliqué. C'est compliqué. Non, Zara mais c'est Fern est compliqué. la seule qui, on va dire, dans un combat contre un étranger a Mm. perdu, puisqu'effectivement, on savait qu'il y allait avoir un Français qui allait perdre forcément entre William Gomis et Yanis Gemouri, mais sinon, carton plein pour les Français. Ouais. Donc, forcément, une soirée qui fait énormément plaisir au public, aux fans, et qui nous a régalé parce qu'en plus, ils n'ont pas fait que gagner, mais ils ont mis le show, ils ont mis la performance, comme on dit. Vraiment des performances très solides de tous nos Français et pas que. Il y a aussi des étrangers, enfin des étrangers, des Suisses notamment qui ont Mm. pu nous impressionner, qui ont pu faire Des Afghans aussi. des Afghans aussi, ouais, qui ont pu nous impressionner et faire des performances folles. Donc franchement, un UFC Paris qui a rempli toutes ses promesses et qui était même, voilà, si on peut le dire, mieux sportivement que la première édition. Oui, effectivement, mieux sportivement parce que la première fois, on avait que entre guillemets 5 Français. On avait certains combats dans la carte. On se souvient notamment d'un combat assez. On en avait parlé au moment de la preview, des pronostics, hein, un combat qui était passé entre guillemets assez inaperçu, un combat qui avait été assez mou finalement, assez chiant. Donc c'est vrai que ça, c'était un peu différent la première fois. Et là, ils nous ont quand même régalé niveau carte. Ils nous ont régalé aussi niveau présence de Français. Ils ont vraiment tout fait pour que la soirée se passe pour le mieux et que tout soit bien. Et franchement, c'est une soirée qui est absolument réussite, même si tu l'as dit. Et on va commencer tout de suite avec le début de cette carte. On a bien sûr, on avait Infinite Zara Fern contre Jacqueline Cavalcanti. Et c'est un peu, entre guillemets, le seul point noir de la soirée, puisque c'est effectivement, malheureusement, la défaite de Zara Fern. On l'avait pronostiqué, mais c'est vrai que d'autres pronostics qu'on a eu, et on en parlera après, notamment dans le combat de Volkan Ozdemir, on a été surpris. En tout cas, on ne pensait pas, compte tenu du palmarès, que ça se passe comme ça. Là, c'est vrai que Zara Fern, on avait dit que compte tenu du palmarès, trois défaites plutôt d'affilée à l'UFC, etc., beaucoup d'absences, ça risque d'être compliqué contre une fille en face, Jacqueline Cavalcanti, qui arrive à l'UFC, qui est 5-1, qui a vraiment faim. Et in fine, ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire que Zara Fern, très peu impressionnante quand même dans ce qu'elle a proposé dans l'octogone. Moi, j'ai trouvé le striking vraiment très, enfin, qui laissait vraiment à désirer. Pas de vivacité, voilà, c'était un peu poussif. Et puis en face, une Cavalcanti qui a un très bon coup d'œil, qui a un très bon striking, qui a plus géré le combat. On en parlait, du coup, on a débriefé déjà dès la fin du combat et la fin du show. Effectivement, je suis d'accord avec toi, n'avait peut-être pas assez de, comment dire, d'attaque finalement. Elle attaquait peut-être pas assez. Elle aurait pu finir le combat avant, mais une gestion parfaite. Et c'est vrai que les juges leur ont tous donné les 3 rounds, enfin les 3 rounds à Jacqueline Cavalcanti. Et c'est vrai que j'aurais fait pareil parce que dès le premier, même si c'est pas très très clair, elle prend le round et elle maîtrise Sarah Fern qui a malheureusement pas proposé grand chose devant son public. Ouais, malheureusement, on savait que ça allait être compliqué pour Zara Fern, hein. On avait vanté le palmarès de Jacqueline Cavalcanti, qui avait notamment déjà battu Nora Cornhall plus tôt dans sa carrière. Donc on s'attendait à ce que Cavalcanti arrive fort. On sait qu'elle est habituée des KO et on avait pronostiqué un KO de Cavalcanti contre Zara Fern. Heureusement pour la Française, elle a réussi à aller jusqu'à la décision, mais c'est vrai qu'on a pu surtout observer un très mauvais striking de la part de Zara Fern, comme tu le disais,
qui était très molle, pas assez vif et surtout qui finissait pas ses coups. Donc quand elle touchait, on a l'impression qu'elle touchait à peine son adversaire. Donc forcément, c'était difficile de scorer des points lorsqu'on a du mal à toucher son adversaire. Et quand on la touche, on va dire faiblement, avec peu de puissance. Alors que derrière, Jacqueline Cavalcanti, c'était plus propre. Quand elle touchait, elle faisait plus mal. Et ce qu'on a pu reprocher, c'est que on a vu que Cavalcanti était au-dessus et qu'elle aurait pu largement, à plusieurs reprises, finir le combat si elle avait eu cette agressivité. Finalement, Jacqueline Cavalcanti, elle est restée à attendre les attaques de ferme pour y riposter, ce qu'elle a très bien fait. Mais on a vu il y avait beaucoup d'ouverture dans le jeu de Zara, que si Cavalcanti avait été agressive, elle aurait pu capitaliser dessus et aller chercher le KO. Donc finalement, un peu déçu des deux performances parce que Zara Fern, on s'attendait pas à grand chose. On est quand même déçu. Donc on est quand même déçu de l'avoir perdre et de finir son contrat à l'UFC en 0-4. C'est Mm. toujours assez dommageable. Mais surtout déçu de Jacqueline Cavalcanti qu'on attendait plus forte, en tout cas, enfin plus impressionnante, et qui est passée peut-être à côté de mettre, on va dire, d'impressionner plus l'UFC. Parce que Mm. contre Oui. Zara Fern, elle avait moyen d'aller au moins chercher un KO et de faire plus forte impression. Donc c'est dommage pour elle qu'elle ait raté ce coche, on va dire. Elle prend quand même la victoire par décision unanime, donc tant mieux. Mais c'est vrai qu'il y avait la place d'aller chercher un KO pour elle et on a senti qu'elle aurait pu le faire et que c'est dommage qu'elle ait pas réussi à le faire, en tout cas pour sa carrière pour elle. Oui, tu l'as dit, c'est vrai que c'était un peu l'avantage qu'il devait y avoir, en tout cas pour Jacqueline Cavalcanti, face à Zara Fern, c'était, comme tu l'as dit, d'aller chercher une victoire impressionnante. C'est l'avantage, entre guillemets, qu'on peut avoir quand on a un adversaire ou une adversaire, entre guillemets, un peu moins performante, en tout cas ce jour-là, puisque parfois il y a des adversaires sur le papier sont très performants, et le jour du combat, voilà, il y a beaucoup d'erreurs et beaucoup de trous dans le jeu qui permettent de perforer et d'impacter plus fort. Donc c'est vrai que le premier tour de chauffe, entre guillemets, parce que c'est vrai que le premier round est assez compliqué à scorer quand même. Moi, je trouve que c'est assez quand même clair que Cavalcanti le prend, mais voilà. Donc à la limite, on pouvait se dire que le premier tour de chauffe, justement, d'un petit round pour voir un peu se jauger. Et après, Cavalcanti aurait pu aller taper dedans et vraiment aller chercher le KO, au moins le petit KO, c'est-à-dire d'assaillir Zara Fern de coups, etc. Donc je sais pas si c'était le stress, la pression du moment, parce que c'est quand même premier combat UFC pour Cavalcanti, Ouais, face. le public qui était quand même contre elle Voilà, aussi. Ouais. exactement. Donc voilà, moi c'est vrai que comme je l'avais dit hier, j'avais eu l'occasion de la croiser au Pullman. Ça a l'air d'être une fille extrêmement sympathique, qui prend le temps pour les fans, etc. Donc qui a l'air vraiment très sympa. Je pense elle a beaucoup d'avenir à l'UFC. Après voilà, il faudrait que, comme tu le dis, là elle n'a pas marqué vraiment les esprits pour son premier combat. Elle a fait une victoire, donc l'UFC la garde dans ses papiers, comme on dit. Mais il va falloir qu'elle marque plus les esprits et qu'elle gagne de manière plus claire par finish, soumission, KO pour ses prochains combats à l'UFC, ça c'est sûr. Zara Fern qui sur Instagram a remercié toutes ses équipes, sa famille du soutien et qui pour l'instant dit qu'elle continuera à représenter la France à l'international. Sûrement pas à l'UFC puisque l'UFC, on le sait, c'est des contrats de 4 combats et c'est quand même très difficile de re-signer après 4 défaites d'affilée, même s'il y a eu du temps entre les combats, etc. Là, je pense qu'ils lui ont donné son dernier combat et merci et au revoir. Peut-être à la prochaine s'il y a vraiment un changement de niveau, mais elle est quand même sur une fin de cycle, je pense. Elle est plus à son prime. Donc Ouais. voilà, on souhaite le meilleur, bien sûr, à Zara Fern, qui est maintenant à un palmarès total de 6 victoires et 6 défaites. Voilà, on lui souhaite le meilleur en espérant qu'elle revienne peut-être une dernière fois dans l'octogone pour une dernière Ouais, belle victoire pour pour pouvoir gagner, raccrocher avec la manière, ouais, comme on dit. prendre sa retraite Voilà. sur une victoire. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter et qu'on peut souhaiter à tout le monde en général Oui, c'est ça. dans les C'est sports. de bien finir sa carrière. Ouais. Deuxième combat de la soirée, on l'a dit. Là, par contre, plus impressionnant, c'était pas un Français, c'était un Afghan qui, comme je l'avais dit hier, n'est pas annoncé comme Afghan par l'UFC, puisque voilà, l'Afghanistan, c'est pas contre lui en particulier, mais l'Afghanistan ayant les problèmes géopolitiques qu'on connaît, c'est assez compliqué d'afficher clairement qu'il y a un Afghan dans l'organisation, mais Ferocious Farid Basharat qui affrontait Clayton K.R. Rodriguez, un 10-0 Basharat qui défendait donc sa série d'invincibilité, son record sans défaite
contre Clayton Rodriguez qui voilà, avait eu un KO très rapide, qui était vraiment voilà, un feu follet. Et on l'a vu dès le début du combat, Clayton Rodriguez qui s'est limite jeté sur Basharat avec une énergie folle. Et puis Ferocious Farid Basharat qui a un peu calmé le jeu, qui a réussi à l'emmener au sol. Et après, comme on dit en anglais, the rest is history. C'est voilà, il l'a bien géré. Et après le bulldog choke qui bah, à la Makachev contre Oliveira finalement, qui a calmé Rodriguez à tel point que victoire donc par soumission au premier round de Farid Basharat. Ouais, c'était un combat qui a commencé de manière magnifique, puisque direct agressivité des deux côtés, direct emmené au sol Mm. de Rodriguez, je crois, qui met Basharat sur le dos, et tout de suite une superbe transition de Basharat qui arrive à repasser au-dessus. Et c'est vrai que c'est ce que je t'avais dit au tout début du combat quand on a vu ça. C'est vrai Ouais. que les bantamweight, il y a toujours, je trouve, des transitions au sol Ouais. qui sont folles. Comme c'est une Techniquement, c'est petite toujours propre. ouais, Ouais. comme c'est une petite KT, il y a toujours des, voilà, pour ceux qui aiment le C'est sol. pas des poids lourds. Hein. Ouais, ceux qui aiment le sol speed, rapide, avec plein de transitions dans tous les côtés, les bantamweight et les flyweight, généralement, c'est du très très lourd à ce niveau-là. Et là, vraiment, c'était magnifique. Ça a pu faire Basharat en début de combat. On s'attendait pas à ce que ça finisse aussi vite, parce qu'après, bah, on les a vus de loin, et puis sur les écrans, travailler au sol. Et direct, on a vu Basharat placer le bulldog choke, Mm. sortir ses jambes sur son adversaire pour se décaler sur le côté, et puis mettre toute la pression sur le cou et la nuque de son adversaire avec ses jambes. Et puis là, c'était fini. Ouais. Il a Rodriguez qui a tapé tout de suite, parce qu'il était vraiment pris très fortement dans le bulldog choke. Donc franchement, soumission incroyable de Basharat qui prend une superbe victoire qui a été acclamée par le public français, qui nous l'a rendu ensuite en interview en disant allez, allez Paris. Mm. Donc vraiment, il était content d'être là, il a fait plaisir au public. C'est même le seul finish de notre carte préliminaire. Pourtant, Ouais. les autres combats étaient aussi sans finish, mais très, très, très impressionnant aussi. Franchement, Basharat qui aurait pu mériter une performance of the night soumission Ouais. sur celle-là, vu la rapidité à laquelle il l'a exécuté, et surtout la technicité qu'il a pu avoir au sol. Franchement, chapeau à Basharat qui du coup passe en 11-0. On disait que c'était notre favori, entre guillemets, parce qu'il avait un record invaincu, et qu'on attendait de voir ce qu'il allait donner, s'il allait réussir à le garder. Franchement, en tout cas, pour l'instant, on peut dire un 11-0 mérité, et qui risque de faire du bruit dans la catégorie Bantamweight. Oui, exactement. Farid Basharat qui a montré de quel bois il se chauffait. C'est vrai que Clayton Rodriguez était peut-être un peu entre guillemets compliqué comme adversaire, puisque très rapide, très feu follet, très vif. Donc c'était un peu la mission de notre ami Farid de le calmer un peu. Mais il a réussi vraiment à le faire, et c'était assez impressionnant. On salue aussi Dewey Cooper, son coach de striking, qui était présent aussi dans la cage et aux abords de la cage pour le coacher. Et vraiment très très impressionnant cette victoire de Farid Basharat, qui nous offre le premier finish de la soirée. Et quel finish, puisque soumission premier round magnifiquement faite, et un score toujours inviolé de du coup maintenant 11-0 pour Farid Basharat. Alors par contre, je sais pas pourquoi on a un rectangle noir. Ah ouais, ça doit être l'objectif que j'ai mis. J'ai mis un objectif de 50 abonnés, vu qu'on a atteint Ah, l'objectif des 30. Mais c'est vrai qu'il y a un rectangle noir qui reste. Bon, ouais, malheureusement, ouais. Bon, c'est bah, chelou. Après, je vais voir si je peux réussir à le supprimer. Bon, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Passons à la suite, hein, tant qu'on nous voit à l'image, tout va bien. La suite, c'était Nora Cornol, la deuxième française de cette carte, qui a fait face à Jocelyn Edwards, la Pantera, la Panaméenne. Un combat très disputé, très compliqué pour Nora, qui a été vraiment difficile à scorer. En tout cas, on avait peu d'espoir. C'est pas qu'on souhaitait la défaite de Nora, mais on s'est dit est-ce que ça passera, est-ce que ça passera pas, etc. Et finalement, c'est passé. Heureusement d'ailleurs pour Nora, qui du coup qui reste sur sa série de victoires. Hein, pour l'instant, à part la première défaite contre Cavalcanti, elle reste sur une série de victoires. Donc là maintenant de 7 victoires et une défaite, donc dans son premier combat contre Cavalcanti. Une très belle performance de toute façon de Nora, puisque
On s'est dit que c'est vrai que la panamène a un peu plus contrôlé au niveau de la cage, un peu plus contrôlé au sol, etc. Mais il y a eu des très bonnes phases de Nora qui parfois étaient quand même très dangereuses en striking. Et on a vu la technique justement de Jocelyn Edwards, ce que disait Michael Bisping en interview de fin. D'habitude, elle est plus strikeuse, mais là, je pense elle a su, sachant que Nora vient du Muay Thai, que justement, il fallait aller au sol, il fallait aller la travailler sur un autre aspect du jeu. Et ça a été très bien fait par Edwards, mais en tout cas, et on attend surtout de très belles performances de sa part à l'UFC. Pour moi, je pense que c'est que le début, mais voilà, un combat assez disputé et assez âpre qui nous a un peu, voilà, qui nous a fait vibrer, mais qui nous a un peu fait peur aussi en même temps. Ouais, qui nous a fait peur parce que moi personnellement je pensais qu'elle avait perdu. Enfin, j'aurais pas donné la décision tout de suite à Nora Cornell. Faudrait revoir le combat plus précisément sur des écrans parce que c'est vrai que quand on Mm. regarde aussi, on était pas mal placé, mais quand on était en catégorie 2, donc franchement on était plutôt bien. Mais c'est vrai que quand on regarde d'un peu plus loin, c'est vrai qu'on voit pas toujours tout et c'est moins facile de scorer comme ça, surtout que le combat a été serré. Ce qui me faisait dire que peut-être Nora avait perdu le combat à la décision, c'est que elle a eu une plutôt mauvaise défense de takedown, ou alors Jocelyn Edwards était beaucoup plus performante qu'elle en takedown puisqu'elle l'a emmené plusieurs fois au sol, elle l'a contrôlé. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'agressivité, Nora Cornell, dès qu'elle était en face debout, quand elle arrivait justement à sortir de ses takedowns ou de contre la cage, réussir à être très agressif, à faire mal. Et même quand elle était dos à la cage ou dos au sol, elle était toujours en train d'envoyer des coups, des coups de poing, etc. Donc elle était toujours agressive, toujours Mm. en train de travailler. Donc c'est sûrement ça que les juges ont plébiscité plutôt Oui. que le contrôle de Jocelyn et Jocelyn Edwards. Mais c'est vrai que le fait qu'elle se fasse souvent emmener au sol, qu'elle n'arrive pas trop à défendre les takedowns et qu'elle soit souvent dos à la cage, je me suis dit que c'était déjà frustrant parce qu'elle n'arrivait pas, elle, à mettre en place son striking hein, qu'on connaît très fort, hein, son Muay Thai qui est redoutable déjà, et puis aussi parce que derrière ça faisait aussi scorer des points à Jocelyne de contrôler le combat. Donc ouais, une décision quand elle est arrivée qui nous faisait peur parce que moi personnellement je la voyais plus pour Jocelyn Edwards. Après franchement tant mieux que Mm. Nora ait cette décision. Ça a fait plaisir à tout le public, c'est ce qu'on voulait. Elle le mérite, hein, c'est pas une décision volée. Franchement, super combat des deux combattantes. Un combat qui était très intense, très intéressant à regarder. Et puis une belle victoire de Nora qui la mérite pour son agressivité, vraiment, même quand elle était dans des phases Mm. difficiles, toujours à répondre, à frapper fort. Donc franchement, Nora, on savait qu'elle allait arriver fort et elle l'a fait. Je pensais qu'elle allait être plus qu'elle allait réussir à faire une performance plus forte, mais c'est vrai que elle a, je pense, été pas surprise, mais en face il y avait Jocelyn Edwards qui était très bonne en lutte et en grappling, et ça lui a posé problème, mais elle a su s'en dégager et tirer le meilleur de sa performance, on va dire, dans l'agressivité. Oui, Nora, mais c'est ce qu'on disait aussi pour le combat de Zara Fern où on avait ce débat justement après le premier round où moi je le mettais directement à Cavalcanti et toi tu me disais que tu le voyais plus pour Fern, mais c'est vrai que en fait Fern prenait le centre de l'octogone effectivement et poussait un peu plus, pressait un peu plus son adversaire, mais si tu touches pas et si t'es pas efficace, ça sert à rien. Et là c'est un peu pareil, je pense avec Jocelyn Edwards, c'est vrai que sur le comment dire sur l'idée en fait on a comment dire on voyait Jocelyn Edwards, c'est vrai que comme tu disais il faudra peut-être le revoir aussi à froid après les images parce que sur le coup c'est vrai que quand tu es dans l'arène et tout tu as un peu le stress du combat, mais c'est vrai qu'on voyait Jocelyn Edwards qui pressait beaucoup, qui avait beaucoup de cage control, qui avait beaucoup de takedown comme tu l'as dit, mais en même temps c'est vrai que si les takedowns ne sont pas productifs, et heureusement ça justement ça évolue au niveau des notations, parce qu'effectivement bloquer quelqu'un contre une cage et ne rien faire, oui alors ça te fait gagner du temps, oui tu peux passer 2 minutes 30 ou 3 minutes d'un round de 5 minutes contre la cage à juste bloquer l'adversaire, mais si ça sert à rien, que tu mets pas de coups, que tu tentes pas de soumission, que tu travailles pas au corps, on l'a vu avec BSD plus tard dans la soirée. Voilà, et catch control, ok, mais tu lui mets des coups de genou dans la cuisse, voilà, tu le travailles pour aller essayer de chercher la soumission, le TKO ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que là, il y a peut-être de ça, et peut-être qu'on a eu l'impression dans l'accord Arena que
Jocelyn Edwards avait peut-être plus de crédit, entre guillemets, et plus de véhémence et de contrôle, et en tout cas un contrôle peut-être plus productif de l'extérieur qu'elle n'en avait vraiment. En tout cas, Donc, elle a fait un combat intelligent parce qu'elle a vu que oui, c'était ce qui fonctionnait, parce que Nora était vraiment supérieure debout, plus agressive bah, anciennement du Muay Thai, donc c'est ouais, vrai que et tu ne prends meilleure pas le risque. strikeuse. Donc forcément, Mm. c'était la lutte qu'il fallait tenter. Donc c'est pour ça aussi que je trouvais que c'était intéressant. Enfin, j'avais peur que Jocelyn Edwards soit devant, c'est parce qu'elle a eu le bon game plan Mm. pour affronter Nora, qui est dire de lui casser son Muay Thai Mm. et de la contrôler déjà pour éviter de se prendre trop de dégâts. Et puis parce que ça marchait, qu'elle arrivait à contrôler le combat, à l'emmener au sol. Donc c'est vrai que c'était un combat difficile à scorer, mais effectivement, les juges ont plutôt valorisé l'agressivité et le travail de Nora pour se sortir de ces phases où elle était contrôlée, et son striking qui a été très bon. Donc franchement, tant mieux, hein, Mm. c'est ce qu'on voulait, c'est préférable dans ce sens-là plutôt Oui. que dans l'autre sens. Mais c'est vrai que beau combat, en tout cas des deux combattantes qui ne déméritaient pas d'un côté comme de l'autre. Et justement, je pense que on parlait justement de Cavalcanti qui a pas forcément fait une très grosse impression à l'UFC pour avoir voilà, fait principalement du striking, etc. Mais là, je trouve que Nora a aussi fait bonne impression d'une certaine manière de montrer qu'elle pouvait gérer un combat au sol. Parce que Ouais. c'est vrai que sur le papier, c'est une strikeuse, sur le papier, c'est une ancienne du Muay Thai. Donc c'est vrai que c'est un peu comme Cyril finalement. On l'a vu, voilà, contre John Jones, ça a été compliqué au niveau du sol. Heureusement, il a travaillé entre-temps. Mais là, justement, Nora, c'était peut-être aussi un peu une façon de dire à l'UFC, bah regardez, il l'avait mis quand même contre une strikeuse qui finalement s'est révélée vouloir jouer au sol. Mais c'est aussi une façon de dire à l'UFC, voilà, je suis complète et vous pouvez me mettre contre n'importe qui, je prends n'importe qui dans la KT. Alors oui, en striking, je vais être très très bonne et très très forte comme je l'ai toujours été, mais en même temps, au sol, c'est très solide et je peux prendre plus haut dans la KT, alors peut-être pas top 15 tout de suite, mais en tout cas, voilà, je peux taper très haut dans cette catégorie à bantamweight de l'UFC et il n'y a aucun souci, je suis vraiment une combattante complète et franchement, on peut souhaiter que du meilleur pour Nora Cornell. D'ailleurs, première victoire du coup de la team BTT de Guillaume Pelletier enfin, hier soir à l'UFC Paris pour ce combat donc de Nora Cornell. L'autre personne qui nous a donc encore le deuxième combat sans aucun français, mais qui nous a beaucoup impressionné, pardon, c'était The Last Ninja Ange Loussa, le Congolais suisse, contre Reese Skeletor McKee, l'Irlandais anciennement du Cage Warrior qui faisait son deuxième run à l'UFC. Et quelle performance d'Ange Loussa qui gagne par décision unanime, mais vraiment, alors une montagne de muscles, Ange Loussa par rapport à Maki, et Maki qui a vraiment bien encaissé les coups parce qu'il y a certains moments où on s'est dit ça va être très compliqué pour lui. Et finalement, il a été jusqu'au bout, mais quel combat Ouais. d'Ange Loussa qui mérite amplement sa victoire. Ouais, Ange Loussa, un combattant au physique un peu à la Chandler, avec un style un peu à la Chandler qui peut amener de la grosse lutte des grosses frappes en overhand. Et c'est vrai que c'est ce qu'il a montré. Il a montré une grosse domination dans les deux premiers rounds. C'est un combat qui a commencé sur les chapeaux de roue et qui a été, je trouve, très intense jusqu'à la fin. Vraiment un magnifique combat qui, pour moi, pourrait être Fight of the Night. On verra après qu'ils ont donné le Fight of the Night au combat de Benoît Saint-Denis contre Taigo Moises. Franchement, pour moi, ce combat-là, il pouvait être Fight of the Night parce qu'il a été intense du début à la fin. On a eu une grosse domination sur les deux premiers rounds d'Ange Loussa qui était dominant debout et au sol. Ce qui était intéressant, c'est que Rhys McKee était un meilleur striker, on va dire, qu'Ange Loussa. Mais Ange, il a réussi à adapter son jeu petit à petit et surtout de réussir à l'emmener au sol plusieurs fois, à le ground and pound plusieurs fois contre la cage, on va dire, en position au sol. Donc franchement, très, très beau combat des deux combattants. Rhys McKee, il a pris beaucoup de coups. Dans le deuxième round, il y a notamment un moment où Ange Loussa a réussi à enchaîner Rhys McKee avec des uppercuts comme ça contre la cage en sortie de clinch. C'était très impressionnant d'abord de voir l'agressivité d'Ange Loussa, mais aussi de voir à quel point Rhys McKee a pu encaisser les coups sans tomber. Et après, on a eu un troisième round qui a été, je trouve, le meilleur, puisque on a
on est reparti sur cette domination d'Ange et peut-être à un moment donné un peu de fatigue du côté du Congolais, Suisse qui a fatigué en fin de round et qui dans la dernière minute, on va dire, aurait pu se prendre un comeback magnifique de Riz McKee qui a enchaîné crochet, uppercut, debout, un magnifique striking et un Ange qui titubait et qui aurait pu, si le combat durait encore un peu, tomber sous les coups de Riz McKee. Donc vraiment un comeback qui aurait pu être fou, une intensité folle tout le long du combat. Donc vraiment bravo aux deux combattants qui pour moi auraient pu avoir leur petit bonus Fight of the Night pour le spectacle qu'ils nous a offert. Mais surtout ouais, grosse performance d'Ange Loussa qui s'est quand même défait d'un ancien champion du Cage Warrior qui revenait pour son deuxième run à l'UFC et qui était sur 3 KO de suite au Cage Warrior avec notamment la prise de la ceinture welterweight. Donc vraiment, c'était pas un cadeau pour Ange Loussa, mais il nous a montré qu'il était très fort et qu'il peut être très intéressant à suivre dans cette catégorie welterweight par la suite, Ange Loussa. Oui, vraiment un combat très intéressant. Rhys McKee, tu l'as dit, a été quand même très fort dans l'encaissement surtout des coups, parce qu'on a vu 2 premiers rounds vraiment l'avantage d'Ange Loussa, avec effectivement cette série de coups en sortie de clinch qui, pour moi, alors en revoyant après les ralentis pareil dans la salle, hein, peut-être qu'il faudra revoir le replay, mais peut-être qu'ils n'étaient pas à leur plein potentiel, parce que quand on voyait, ils restaient quand même assez pliés et on voyait pas les uppercuts qui terminaient comment dire, leur trajectoire. C'est vrai que il était très en fait très plié, donc peut-être pas assez pleine puissance. Donc c'était peut-être ça qui a pas forcément couché Rhys McKee, c'est ça qui a pas forcément permis de le coucher. Et c'est vrai que le comeback à la fin, c'est vrai qu'on a vu Ange Loussa qui a eu cette baisse de régime. Et Rhys McKee qui peut vraiment avoir des regrets parce qu'il aurait pu le coucher. Mais on a vu un Rhys McKee qui était quand même vraiment crevé à la fin du 3e round. Donc pareil, est-ce qu'il était aussi puissant qu'il aurait pu l'être dans l'idée qu'il aurait pu être, comment dire, à un moment où il aurait pu être vraiment à fond et sans fatigue. Je pense que ça se discute et je pense que voilà, il a des regrets, mais en même temps, il devait être tellement crevé que voilà, ses coups n'étaient pas aussi efficaces qu'ils auraient pu être. Et Voilà. moi, je trouve que Ange Loussa a été aussi beaucoup crevé dans le troisième Ouais. round. Et c'est ça aussi qui a permis, je pense, à la toute fin d'offrir un momentum Mm. à Riz McKee qui était effectivement crevé et qui avait pris énormément de coups par rapport à son adversaire. Mais Ange Loussa a donné tellement d'intensité que je pense que la fin du deuxième round, il avait un peu cramé une partie de son cardio, justement, sur le moment où il a enchaîné ces fameux coups. Mm. Ça a duré quand même assez longtemps enfin pas à pleine puissance, mais en tout cas très vite, comme tu le disais. Il a pu voilà, cramer un peu son cardio et c'est vrai que Rhys McKee, qui était aussi fatigué, a pu obtenir ce momentum à la toute fin qui aurait pu faire basculer le combat. Mais Ange Loussa qui a tenu et qui s'offre cette superbe victoire par décision et Ouais. franchement sur un super combat qui a fait plaisir à voir et en tout cas c'est le genre de découverte qu'on a envie de voir dans une carte préliminaire et sur un combat surtout comme ça sur le sol français où on n'a pas de Français qui combattent. Donc vraiment, chapeau aux deux combattants pour ce qu'ils nous ont offert. Ouais, bien. En plus, Ange Lussac a confirmé du coup sa victoire par décision unanime qu'il avait eu aussi juste avant ce combat-là. Et puis Rhys McKee, qui voilà, espérons qu'il ait une autre chance face à un autre adversaire à l'UFC, mais qui démarre de manière un peu compliquée Ouais. son nouveau run à l'UFC. En tout cas, effectivement, un deuxième combat sans français de cette carte préliminaire qui va jusqu'à la décision, contrairement à celui de Bacharat, mais qui était très intéressant, très divertissant. Et comme je le disais, on n'a pas eu vraiment de combat de temps mort comme on a pu avoir l'année dernière avec Ouais. un dernier combat de carte préliminaire qui avait vraiment été qui vraiment laissé à désirer. Alors maintenant le dernier combat de cette carte préliminaire, et quel combat, celui qui a utilisé cette magnifique musique Coming Home, Taylor Double Impact Lapillus contre The Don Carolan Lugran, 8-0, l'Irlandais aussi du Cage Warrior, qui avait fait parler de lui, comme on l'avait dit hier, à la pesée en faisant des doigts d'honneur à toute la salle. Et quand il est arrivé aussi, alors il y a eu des couacs de musique, hein, puisqu'il a commencé son entrée sans aucune musique, mais voilà, il a toujours fait le provocateur. Et puis Taylor Lapillus qui a vraiment profité du moment, tant dans son entrée, dans son annonce, etc. Il a vraiment profité de cette communion avec les fans et puis de son retour dans l'octogone de l'UFC. Et quelle victoire de Taylor, double impact Lapillus, hein, vraiment très fort. On le savait
hein, c'est pas une nouveauté. Pour tous ceux qui le connaissaient pas, ils l'ont découvert, mais c'est vrai que quand on connaît le niveau de Taylor, qu'on se souvient de lui à l'UFC en 2016, c'est très très fort, et c'est toujours très très fort. Il a très très bien géré son combat contre un Kaolan Lugran qui connaissait quand même son sujet, hein. Il était pas 8-0 pour rien, mais voilà, double impact comme on dit qui a déroulé, et Taylor qui repart avec la victoire. Ouais, magnifique. Taylor, monstrueux. On savait que c'était très fort, Taylor, Mm. hein. On savait que c'était un combattant exceptionnel, mais on avait le doute, voilà, est-ce qu'il allait réussir à revenir après tant d'années d'absence au plus haut niveau. C'est légitime. Ouais, et contre un adversaire qui n'était pas n'importe qui, hein, quand on le disait en pronostic. Et de dernière minute, en plus, changer de dernière De minute, on le dernière rappelle, minute, hein. quelqu'un qui est en 8-0, ancien champion du Cage Warrior, qui est très, très puissant et qui a un physique impressionnant et qui est très bon partout surtout. Mm. Taylor a été monstrueux, il a été très bon en boxe anglaise, il a réussi à contrôler le combat debout de bout en bout. Son adversaire était très fort, hein, c'était un combat qui a été serré, mais qui a été remporté largement par Taylor qui a fait ce qu'il fallait faire. Donc franchement, magnifique retour de Taylor. Très bon choix de musique Ouais. pour faire son retour, comme John l'avait Jones, utilisé ouais. John Jones. Ouais. C'est vrai que John Jones il était légitime à le faire. Je trouve que Taylor aussi. Taylor était aussi très légitime. En plus, il le fait à domicile, donc encore plus Ouais, légitime. c'est ça, de le faire à domicile, c'était vraiment, vraiment magnifique. Donc, très bon choix de Taylor. C'est vrai qu'on peut noter les petits couacs techniques qu'il y a Mm. eu avant ce combat. C'est un détail, mais Ouais, ça fait la mais il y différence. avait eu ça aussi pour le combat de Nora Oui, Cornwall Bruce Buffer avait commencé son introduction avant que Nora soit soit. complètement rentrée dans l'octogone. Donc, timing un peu bizarre qui s'est peut-être pas vu à la télé, mais que nous on a pu observer bah, en étant présent dans la salle. Après, c'était que sur les prélims, parce que je me Ouais, souviens pas de après ça gros s'est couacs sur la amélioré. carte Mais principale. c'est vrai Donc, qu'on a eu dans l'annonce du combat de Taylor un problème de bande son sur la présentation de mm. Taylor. Donc on a eu juste les images et pas la bande son. Un problème de bande son qui s'est étalé sur le début de l'entrée de Lugran, comme Ouais. tu disais, qui est rentré sans musique au départ et qui a eu sa musique à partir du moment où il était déjà avec le Le Cutman. Cutman, ouais. Donc voilà, c'est des détails. C'est des Mm. détails, mais des petits problèmes qui, quand on est sur le moment, qui sont peut-être pas vus à la télé, mais quand on est sur place, et ben c'est un peu dommage de se dire, bah là, il y a un couac technique, c'est arrivé 2 fois. Bon, c'est du détail et on passe au-dessus finalement, parce que sportivement, la carte était folle, et notamment ce combat-là qui a tenu toutes ses promesses. Et puis Taylor qui a prouvé qu'il pouvait revenir fort, qui était un bantamweight de haut niveau et en plus contre un bantamweight en face qui était aussi de haut niveau et qui, je pense, voilà, peut laver beaucoup de monde dans la catégorie. Donc vraiment, peut-être la plus grosse victoire de Taylor pour l'instant dans sa carrière, qui arrive à se relancer à l'UFC de la meilleure des manières, avec une belle décision contre quelqu'un qui est pas un nobody, Mm. et qui en plus, pour donner un peu de crédit à son adversaire aussi, a réussi par son attitude à bien vendre le combat, à Ouais. bien chauffer le public français. Donc vraiment la À hype l'irlandaise, était finalement. et À la McGregor. ouais, exactement, et qui a bien chauffé tout le monde dans la salle, en tout cas contre lui et pour Taylor. Donc vraiment la hype était folle, et en tout cas Taylor qui s'offre une belle victoire sur le plan sportif et sur le plan de la hype aussi. Donc à voir quelle va être la suite pour Taylor, mais ça ne présage que du bon après une victoire comme ça. Exactement, on savait que Taylor attendait impatiemment son retour à l'UFC, puisque Coming Home, c'est à la fois retour en France, enfin retour en France devant son public, mais aussi retour à l'UFC. Il l'attendait impatiemment, puisque il avait eu cette blessure à la main qui l'avait empêché de combattre donc l'année dernière. Et puis il a eu finalement ce combat à l'UFC Paris 2. Et il a attendu, puisqu'ils auraient pu le programmer pour un autre combat entre-temps. Mais finalement, non, il est revenu là, et comme tu le dis, ça présage de très belles choses, en tout cas une très belle évolution en perspective pour Taylor dans cette catégorie des bantamweight. Il a prouvé qu'il avait le niveau pour aller taper encore plus haut, pour ne pas être en carte préliminaire, puisque c'est vrai que Morgan, par exemple, qui a inauguré cette carte principale, n'était pas à l'UFC avant. C'est vrai que Taylor avait peut-être un peu plus un nom à l'UFC, mais voilà, il a montré qu'il valait mieux que la fin de la carte préliminaire, qu'il était worthy, comme on dit, qu'il valait la carte principale, et qu'il pouvait aller taper beaucoup de monde dans cette catégorie bantamweight, et qu'il pouvait aller très très vite au top 15 facilement, même si bien sûr il faudra passer quelques étapes avant d'arriver au top 15, mais voilà, Taylor, il a toutes les capacités, on le savait déjà, comme tu l'as dit. Les années d'absence et la blessure dernièrement, on s'est dit, voilà, est-ce qu'il a encore cette grinta
qu'on lui connaît, eh bien oui, 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 c'est d'être derrière la table des commentateurs, ça l'a pas fatigué, ça ne l'a pas rouillé, comme on dit, bien au contraire, c'est ce qu'il a dit, ça l'a rendu meilleur combattant, une meilleure lecture du jeu, et quelle Toujours aussi lecture, fort. exactement, toujours aussi fort, et vraiment ce striking incroyable, cette défense de takedown, etc., cette Mm. gestion très très fort. Donc voilà, on a vraiment hâte de revoir Taylor double impact Lapillus dans l'octogone de l'UFC pour d'autres aventures, et pourquoi pas le revoir en France l'année prochaine avec un combat de meilleur, avec un meilleur classement entre guillemets en jeu pour Taylor, et puis Kaolan Loughran qu'on a vu pleurer dans les vestiaires grâce au maître fumier. Voilà, forcément, bah, déjà la défaite plus le fait que voilà, première défaite surtout de sa carrière, forcément ça fait un peu plus mal. Mm. Qu'une autre défaite plus tard où voilà, on se dit bon, c'est la deuxième, c'est pas grave. La 8-1, ça fait Mm. toujours mal après un 8-0. Mais Loughran qui va être intéressant à suivre aussi après justement cette défaite, voir comment il Mm. va revenir parce que comme c'est quelqu'un de très fort et qui je pense peut laver pas mal de monde dans la catégorie, à voir comment il va rebondir de cette défaite, mais il risque de revenir très fort et de prouver cette fois contre un autre adversaire que Taylor était vraiment au-dessus, Oui. en montrant que lui aussi est très fort et peut prouver des choses à l'UFC. Ça fera que crédibiliser Taylor d'avoir battu justement un mec aussi fort que lui. Ah mais Loughran, je pense Mm. qu'il lave pas mal de gens Ah même ouais, dans le top 15 de l'UFC, hein. Vraiment, quand on voit techniquement ce qu'il avait, enfin ce qu'il a proposé, c'est vraiment pas l'adversaire de bas étage, et il a pas volé il s'est pas autant fait rouler dessus, et il a pas aussi peu proposé, je trouve, que Rhys Maki ouais, par exemple, qui était aussi du Cage Warrior, dont on attendait beaucoup, irlandais aussi, mais qui a pas, je trouve, réussi à montrer qu'il était vraiment il était vraiment très très fort. Il était bon au striking, quoi, mais il a pas montré vraiment l'étendue du jeu qu'il pouvait proposer. Alors que Loughran, clairement, il a juste été très très bien contré et très très bien géré par Taylor, mais sinon il aurait pu vraiment faire très mal. ouais. Et puis après, il a aussi pâti, entre guillemets, du fait que Taylor était plus grand d'allonge. Donc c'est vrai qu'il a. Et puis ce striking incroyable, ce coup d'œil génial, qui lui a permis vraiment de le tenir à distance, et puis de toucher sans se faire toucher. Donc voilà, magnifique gestion de Taylor. Mais tu l'as dit, c'est vrai que Loughran, je pense qu'on le verra. On verra laver progressivement cette catégorie des bantamweight. En tout cas, Mm. peut-être pas tous, mais une bonne partie. Ça, c'est sûr. Alors, là, premier combat de cette main card, c'est premier français, comme je le disais, Morgan Charrière, qui vient d'arriver à l'UFC, qui ouvre la main card du l'UFC Paris, et de quelle manière. Un KO TKO au premier round, enfin Mm. KO même, C'est parce même un que KO. Ouais. ouais, c'est Mm. ça, Pour parce que moi, c'est un KO. ouais, c'était renommé en TKO dans certaines stories de l'UFC. J'ai Mm. pas vraiment compris pourquoi, même s'il a été annoncé comme knockout par Bruce Buffer. Mais quelle performance de Morgan pour lancer cette main card et pour lancer sa carrière à l'UFC contre Manolo Zecchini, l'italien. Ouais, exceptionnel. On voyait Morgan gagner. On lui souhaitait un KO en fin de round, comme il peut avoir l'habitude de le faire, Morgan. C'est vrai qu'en pronostic, on disait que c'était pas forcément lui qui frappait le plus fort dans la KT. Et donc, c'est pour ça qu'il avait souvent des KO en fin de combat, une fois que ses adversaires avaient bien été amochés, on va dire, avec son striking qui est très fort et hyper fatigue et qui finissait par capituler. Là, vraiment, Morgan, il a commencé très très fort. Comme il disait en interview, le but c'était de ne pas aller à la bagarre dans ce combat-là. Et c'est ce qu'il a très bien fait. Il a été patient, il a attendu les ouvertures de striking. Et il a essayé, la première fois, il a essayé de mettre des coups de pied au corps. On s'est dit, il fait Mmh. comme Mmh. Cyril l'année dernière, comme Benoît contre Bonfim. Ça a l'air d'être une bonne technique qui marche pour nos Français. Au début, ça avait l'air de pas forcément bien toucher. Puis après, il en a mis un deuxième. Son adversaire qui est tombé un peu. Dieg, quand il s'est relevé, un timing de fou furieux de Mmh. mettre presque un penalty kick. Mais heureusement, son adversaire venait juste de se relever, de redécoller son genou du sol. Mmh. Donc, D'avoir les deux appuis nécessaires. coup légal et là, mais quel kick, vraiment un penalty kick Mmh. en plein dans le ventre de Zecchini qui là pour le coup l'a séché et c'est pour ça que moi j'aurais dit KO parce que j'ai pas vu. Faudrait revoir le replay, c'est ça qu'on l'a pas regardé parce qu'on a profité du moment Ouais, en c'est. live, mais j'ai pas vu Morgan venir terminer son adversaire en TKO. J'ai plus vu voilà ce penalty kick et sûrement un autre juste après qui a séché son adversaire et l'arbitre tout de suite qui a eu la bonne décision d'arrêter le combat. Donc
quelle violence de Morgan. On voit qu'il avait rage du UFC, qu'il avait envie de prouver, de montrer qu'il n'était pas, qu'il était pas là juste pour la fame, juste Mmh. parce qu'il a des abonnés sur son compte Instagram et qu'il a une grosse fanbase, qu'il est là aussi parce que sportivement, c'est très fort, hein. On le savait, mais il fallait qu'il le prouve à l'UFC et là, Mmh. il l'a vraiment bien prouvé. Ça a été bien repris après par les différents médias de l'UFC. Il a fait aussi une super promotion, on va dire, de lui-même dans l'attitude, etc. Juste après le combat en interview et dans sa célébration. Donc vraiment, il a prouvé sur tous les aspects du jeu. Et surtout, il part avec les 50K Mmh. du bonus de performance de la soirée pour son KO qui est amplement mérité. En plus, on l'avait dit sur place que pour l'instant, c'était le bonus KO pour Morgan qui se profilait vu la performance et il l'a eu. C'est entièrement mérité. Et puis, quelle manière de débuter Mmh. d'abord la main card et aussi et surtout ses débuts à l'UFC pour Morgan, qu'on sait qu'il attend ça depuis de très longues dates. Après toutes les Mmh. péripéties malencontreuses qu'il a pu vivre avec sa team. Vraiment, c'est Snake Justice de Oui, gagner comme ça et de exactement. faire cette performance. Donc, bravo à Morgan, bravo à Guillaume Pelletier à la BTT pour cette Et à deuxième Johnny Frachet victoire, à surtout. Johnny Frachet, Johnny à Karim, Frachet, son coach ouais. et toute l'équipe de Morgan qui méritait cette victoire amplement et qui a été magnifique. Johnny Frachet qu'on pouvait aussi Mm. saluer pour le coaching de Taylor Lapillus, Ouais. puisque c'est son nouveau coach principal. Et vraiment, oui, exactement une performance incroyable de Morgan Charrière, le Last Pirate, qui du coup termine son adversaire à 3 minutes 51 du round numéro 1. Et effectivement, il l'a dit en interview, et c'était vraiment la stratégie qu'on a pu observer, c'est le laisser venir, de pas essayer de rentrer dans son jeu, etc. Et de capitaliser sur n'importe quelle ouverture qui pouvait se présenter. Et il l'a fait, hein, c'est vrai que tu l'as dit, ses kicks au corps à la Bonfim, à la Cyril Gane contre Tai Tuivasa, ils ont été dévastateurs. Et ils n'ont pas suffi, enfin ils n'ont pas suffi. Manolo Zecchini, voilà, n'a pas eu les ressources nécessaires. Ils ont été suffisants plutôt pour le terminer très très rapidement. Et voilà, l'honneur de la France est sauf, puisqu'on se souvient Mm. des maîtres fumés qui avaient partagé ces photos un peu, voilà, un peu dénudées de Manolo Zecchini, qui postait ça sur Instagram. Et on se disait effectivement, si Morgan se fait battre par Zecchini, ça sera vraiment la honte. Mais voilà, il a montré très clairement qu'il n'avait pas de temps à perdre avec un Italien de ce niveau-là, et qu'il pouvait prétendre déjà à rester sur toutes les main cards, et puis surtout d'avoir des adversaires de meilleure qualité, de plus en plus difficiles. Et c'est tout le mal qu'on lui souhaite, entre guillemets, à Morgan, d'avoir de monter très vite dans ce non-stop, puisqu'il l'a dit en interview, maintenant je veux tout, I want everything, de cette catégorie des featherweight de l'UFC. Et il le mérite, Morgan, puisque tu l'as dit, c'est pas que des followers, c'est aussi énormément de travail au Cage Warrior, c'est énormément de travail en général dans toute sa carrière de préparation. Et il n'est pas à l'UFC par hasard, il n'est pas sur une main card de l'UFC par hasard. On l'a dit, l'UFC il ne donne pas la main card uniquement pour le nombre de followers. Ils auraient pu la donner à Taylor Lapillus, qui a quand même fait un run avant, qui en plus affrontait l'ancien champion du Cage Warrior aussi, Lou Grant, mais ils l'ont donné à Morgan. Et je pense qu'ils n'ont pas regretté leur choix, parce que la performance de la soirée, plus, enfin une des deux performances de la soirée, plus ce magnifique KO au premier round, je pense qu'il n'y avait pas de meilleure façon de lancer les hostilités hier soir Mm. à l'UFC Paris 2 que ce combat incroyable de Morgan. Ouais. Là, on va passer au truc qui nous a énervé hier soir. Voilà, je veux pas dire, on a frappé personne, mais ça nous a énervé. C'était le combat franco-français. On savait qu'il allait y avoir de l'énervement, parce qu'on savait qu'il allait y avoir un Français qui allait perdre, c'était sûr. Donc voilà, c'était Yanis contre William, Gomis contre Gemouri, voilà, ou Gemouri contre Gomis, comme vous voulez, ça marchait pareil. Mais bon, on savait qu'il allait y avoir des problèmes, en tout cas voilà, de la déception d'un côté ou de l'autre. Et c'est vrai que le public a été quand même assez calme, on voyait pas, Ouais. effectivement, aucun des deux Français n'a été hué. Il y avait voilà, des chants pour les uns et les autres. Ça a été un peu. Mais ce qui a vraiment douché un peu le public, c'est cette décision incompréhensible de Loïc Pora, pourtant qu'on adore, qui est un des fleurons de l'arbitrage français. Mais on l'a vraiment pas compris, puisque ça s'est terminé donc au deuxième round, non, troisième round, pardon. 2 minutes 20 du troisième round, avec un coup de William Gomis un peu trop bas, ou un peu trop à peine litigieux,
Donc Yanis se plaint, donc il est entre, effectivement, entre la coquille et le bas-ventre. Il n'était pas pleinement sur la coquille, mais pas clairement non plus dans le ventre. Yanis se plaint d'une douleur du coup au niveau des parties. Et Loïc Pora, du coup, qui fait comme ça, comme un arrêt de combat. Et en fait, on se demande pourquoi, parce que Yanis n'est pas au sol. Yanis, même lui, dit mais non, non, ça va, etc. Et effectivement, les officiels qui rentrent dans l'octogone, alors qu'à la base, comment dire, l'habillage de l'écran était passé en temps mort, comme d'habitude quand il y a un low blow, volontaire ou pas, quand il y a un doigt dans l'œil, ça a été le cas notamment avec comment dire, Zara Fern, etc. Enfin, ça arrive qu'il y ait ce temps mort pour reprendre un peu ses esprits, mais là on n'a pas compris et ça a été statué comme un TKO. Donc voilà, assez incompréhensible cette défaite pour Yanis, même s'il avait perdu les deux premiers rounds, qui a été clairement l'avantage de William. Il avait voilà, un bon momentum dans ce troisième round, tout était possible. Et puis surtout, c'est pas une manière, enfin, c'est pas comme ça que je voulais que ça se termine pour ce combat franco-français. William Gomis qui est assez content de sa victoire, forcément, grand bien lui fasse, mais je sais pas, j'aurais été lui, j'aurais peut-être été un peu déçu de la façon avec laquelle il a gagné. Ouais, forcément, c'est pas ce qu'on voulait. C'est très décevant d'avoir un combat qui se finit comme ça, alors que le combat était vraiment bien parti. Il y avait vraiment de l'adversité entre les deux combattants qui se rendaient bien les coups. Effectivement, le public français, que c'était intéressant de voir qu'ils prenaient pas forcément parti d'un combattant ou de l'autre. Donc c'était assez intéressant d'observer ça aussi dans la salle, de voir que par rapport aux autres combats de français, même par rapport aux autres combats en général, le public était assez calme. Donc vraiment un combat qui commençait parfaitement pour William Gomis, qui a vraiment hyper bien maîtrisé le combat. C'est vrai qu'on voyait un Yanis qui était un peu plus peut-être stressé, un peu plus en recul par rapport à William Gomis, qui lui à l'inverse était vraiment en full détente, vraiment Mm. très relâché dans ses mouvements, qui finissait bien ses coups et qui a vraiment eu un bon striking et qui l'a fait remporter les deux premiers rounds, pas facilement, mais en tout cas nettement pour William. Et c'est vrai que là, on a ce. Alors, il y avait déjà eu un coup bas Mm. que subi par Yanis, qu'il avait pu reprendre ses esprits. Normalement, un coup bas, vraiment un vrai coup bas, que là, Loïc Pora, pour le coup, avait bien donné le temps à Yanis de récupérer, etc. Donc, bon, ça arrive et ça arrivé plusieurs fois Ouais. dans cette carte. C'est pour le coup rien de bien méchant puisque Yanis a réussi à reprendre le combat assez vite, etc. Donc ça arrive, c'est presque normal voilà, dans Mm. ce sport. Après, c'est vrai qu'il y a eu ce litige de on se dit est-ce que c'est un coup bas, est-ce que c'en est pas un. Et Loïc Pora qui, sur visiblement ce qui semblait être un coup bas, ce qui en fait après à la vidéo semble plutôt être un coup légal et donc pas un coup bas. Les arbitres vidéo ont dit que c'était légal. Ok, que c'était légal, mais voilà, c'est vrai que c'était Mais c'était un peu limite, donc litigieux, voilà. c'était vraiment limite pas évident à voir. On voit tout de suite Yanis qui se prend les parties. Merci un Q Tapper pour ton abonnement, merci de faire partie de l'aventure Trop Sport. N'hésite pas à réagir avec nous sur le live. Mais c'est vrai qu'Yanis, on le voit directement se tenir les parties Mm. et donc manifester un coup bas. Donc je comprends pas la décision de Loïc d'arrêter le combat. Les maîtres fumiers disaient après que Loïc avait arrêté le combat parce qu'il pensait que Yanis s'était pris un fair shot, Mm. un coup légal, et qu'il avait été séché par le coup Au foie, au foie, au ventre. notamment. Enfin, Ouais. voilà. Franchement, je trouve pas. Je trouve que Yanis direct, il se prend les parties, il manifeste Mm. un coup bas. Je vois pas le. Mais on voit que c'est au-dessus, non. Oui, Oui. enfin, on voit que le coup peut être considéré comme légal. C'est vrai que Et il est considéré comme légal par il est les considéré officiels, comme hein. légal et c'est vrai que je trouvais sur le moment aussi dans la salle que le coup était bon. Et donc, moi, ce qu'on aurait pu imaginer, c'est vrai que c'était une simulation de Oui. Yanis, de un coup qui lui fait vraiment mal au foie et qu'il simule en tant que low blow, ce qui aurait pu être envisageable et Mm. ce qu'on a vu direct au moment du coup. Mais ça justifie pas un arrêt de combat là-dessus. Ça aurait pu à la limite justifier Un effectivement, tu retrait de simules, points, ouais. je te retire un point sur le score du troisième round. Et là, ça aurait été, on aurait pu continuer le combat, peut-être avoir un retour de Yanis qui donc aurait été obligé d'aller chercher le finish. Et ou une victoire de Yanis, William, j'allais dire Yanis Gomis, de William Gomis par décision. Donc c'est vrai qu'au final, je trouve qu'il n'y a pas de gagnant à ce combat. Ça gâche le potentiel retour de Yanis qui aurait pu, voilà, on ne sait jamais ce qui se passe dans un combat d'AMA, revenir et gagner le combat par finish. Et d'un autre côté, ça gâche la victoire de William Gomis
qui lui partait vers une victoire par décision sur un combat en plus hyper bien mené. Il y a un William Gomis très technique, très relâché, qui avait fait le combat parfait jusque-là. Donc c'est vrai que ça gâche, nous, notre combat franco-français qu'on attendait avec beaucoup de hype, et ça gâche la victoire, surtout pour William de gagner comme ça. C'est vrai que c'est pas une victoire intéressante, et surtout, ça doit être très frustrant pour Yanis et sa team. Donc vraiment une décision incompréhensible de la part de Loïc Pora, qui pour l'instant s'est pas exprimé, je crois, sur cette décision. Donc ça va être intéressant de voir ce que lui peut en dire, peut en penser. Mais ce qui est aussi triste d'un point de vue de Loïc Pora, c'est que c'est un arbitre français qu'on adore. C'est un des seuls arbitres français qui est très renommé. C'était le seul arbitre français de la carte Mm. à l'UFC, qui du coup aussi se fait un peu lyncher par le public anglais, enfin américain, etc. Où j'ai vu notamment après sur des groupes de discussion, voilà, des Anglais qui disaient qu'il fallait plus jamais laisser Loïc Pora arbitrer un combat. Forcément, le public américain est intraitable sur ce genre de décision d'arbitrage. On a déjà vu Herb Dean, etc. Mm. Des grands Ouais. arbitres qui se sont pris plein la tête. Là, c'est vrai que ça fait mal de voir Loïc Pora dans cette situation, alors qu'on l'adore. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de pas le lyncher, mais d'essayer de comprendre pourquoi il a pris cette décision. Donc il va être intéressant de voir ce qu'il va lui en dire dans les heures, peut-être les jours à venir sur cette décision. Mais en tout cas, vraiment dommage et frustrant pour les deux combattants et pour le public d'avoir un combat qui se finit comme ça. Oui, il y a dû y avoir un débrief avec Mark Goddard, qui est l'arbitre un peu légende de l'UFC, qui a arbitré notamment le main event de la soirée et un autre combat de la carte principale, et qui est coordinateur des arbitres justement internationaux sur ce genre d'événement. Donc Mark Goddard a dû demander des comptes, je pense, à Loïc Pora, afin de savoir le pourquoi du comment il a arrêté le combat aussitôt, puisqu'il il y a eu litige. Mais oui, moi non plus, je comprends pas cette décision. C'est vrai que oui, c'était un coup légal quand on voit comment dire, le Le ralenti. Et ce replay, que ouais. disait Michael Bisping, c'est qu'effectivement, il y avait un arbitre qui a revérifié justement le ralenti et qui a dit que voilà, le coup était fair, donc il n'y avait pas à revenir vraiment la décision, puisque si ça avait été un vrai low blow, bah voilà, on peut pas déclarer un TKO si le coup n'est pas légal. Mais oui, c'est vrai que j'ai pas du tout compris cette décision de Loïc, et en plus Yanis qui montrait clairement déjà, comme tu l'as dit, que c'était pas le foie, et puis surtout enfin moi j'aurais même imaginé, même sans que ce soit considéré comme simulation, mais justement que ce soit un vrai temps mort, mais même de 5-10 secondes, que Loïc lui, ou même que voilà, Loïc lui dise en 5 secondes, non, non, mais là le coup il était fair, y a rien, allez, fight, tu vois, plutôt Ouais, et puis que. t'enlèves un point à la limite. Oui, Si vraiment ça, t'es si vrai. persuadé en Ouais. tant qu'arbitre qui simule, Mm. t'enlèves un point. C'est ce qui se fait dans ce genre de combat Ouais. quand il y a des Mais comportements comme ça. ou après juste un Mais rappel à l'ordre, tu vois, t'es pas oui, obligé de lui aussi. envoyer justement, mais tu le rappelles à l'ordre en lui Mm. disant, mais non, moi pour moi le coup il est fair, il est légal, maintenant voilà, genre t'auras pas de temps mort, fight, tu vois, genre s'il y a un problème, bah voilà, si t'as mal au bide, c'est pas mon problème entre guillemets, tu vois. Mais là c'est vrai que Yanis il était très clairement capable de reprendre le combat, alors peut-être oui avec une petite douleur dans le bas-ventre, parce que peut-être que ça a un peu effleuré la coquille, mais je pense qu'il aurait préféré continuer le combat avec cette petite douleur et qu'elle passe ensuite, que de se faire arrêter comme ça sans vraiment comprendre pourquoi. Donc, mais assez dommageable du coup pour Loïc, déjà Pora, effectivement, puisqu'il se fait un peu une réputation, une mauvaise Ouais. réputation vis-à-vis des fans de MMA internationaux. Et puis dommage pour Yanis, bon, qui était en catchweight, puisqu'il n'était pas feather à la base, il est bantam, mais qui aurait pu au moins voilà, faire une très belle performance dans le troisième round et un peu aller chercher le tour d'honneur entre guillemets, sans forcément gagner. Alors il aurait pu même gagner, hein, tout était encore possible, mais au moins voilà, terminer avec les honneurs et voilà, faire un vrai 3 rounds, aller jusqu'à la décision et faire bonne figure. Là c'était un peu frustrant de son côté, comme je disais, William Gomis lui a célébré, forcément grand bien lui fasse, mais voilà, c'est vrai que moi j'aurais été un peu déçu. Ça a gâché la perte des deux combattants. Ouais, c'est vrai que voilà, parce que Gomis n'a pas pu finir fort, parce qu'il aurait même pu faire un finish, hein. C'est pas Mm. du tout de dire que Yanis était à deux doigts de la victoire et il aurait pu faire un truc de ouf. Mais il aurait pu revenir, et puis même Gomis aurait pu avoir un finish, aurait pu Ouais. hyper bien finir le combat. Enfin, je sais pas, c'est vraiment Ouais, ou dommage. gagner la décision clean comme il avait Ouais, commencé à le faire. C'est vrai que et premier combat franco-français et premier combat un ouais. peu pété au sol, quoi. Et c'est vrai que ça donne une mauvaise image de la Ouais. France. Et c'est vrai que sur le coup, dans la salle, moi au début, je me suis dit,
Loïc Pora arrête le combat parce que c'est déjà le deuxième low blow Mm. et qui va dire no contest. Au début, Oui, moi je pensais c'est ça disqualification que j'ai aussi, non pensé. contest. Et Ouais. là, je me suis dit, oh la polémique de fou. Ça, Non, mais je me suis dit, on a fait un combat franco-français juste pour et un on, no contest. et on a payé l'arbitre ou je sais pas ce qui s'est passé On pour a mis un avoir arbitre français pour ouais, avoir. pour avoir un no contest et dire personne gagne, Ouais. personne gagne. C'est ça que j'ai pensé à la base. Et finalement, c'est encore Ouais, c'est encore plus toute bizarre. autre chose, c'est encore plus bizarre. Et finalement, une décision encore plus étrange Ouais. de Loïc Pora. Donc vraiment, c'est dommage pour ce premier choc qu'on attendait et qui faisait vraiment rayonner le MMA français à l'international. Mm. Comme on disait, on avait 3 Français dans la cage au lieu Ouais, de c'est ça. 2 parce qu'on avait aussi l'arbitre français. Et c'est vrai que quand on sait à quel point le public américain, anglophone, etc., peut être intraitable avec les combattants et les arbitres et les orgas, etc., bah c'est dommage. C'est dommage pour nous qui sommes fans du MMA français à la base et des 3 mecs qui étaient dans Ouais, la c'est cage. ça. Non, mais on espère surtout que Yanis arrivera à bien rebondir. C'est avec William, du coup, il reste sur une série de victoires à l'UFC, donc il puisse voilà, remonter assez facilement dans cette catégorie. Aller peut-être taper quelqu'un d'un peu mieux classé que Yanis, du coup, puisque Yanis rentrait à l'UFC sur ce combat-là, et que Yanis ne soit pas voilà, pénalisé par cette première défaite qui voilà, n'en était pas vraiment une. Hein. C'est vrai que souvent, l'UFC, ils sont souvent assez compréhensifs sur ce genre de défaites. Voilà, ils sont assez. Voilà, ils comprennent qu'il n'y a pas eu vraiment grosse défaite et qu'il y aura moyen de classer, de mettre un meilleur combat pour Yanis et sûrement Bantamweight, sa catégorie de prédilection à l'origine. Passons à Volkan Ozdemir, hein, le quatrième combat avant la fin de la soirée, puisque après on aura BSD, Manon et puis Cyril, mais le franco-suisse entre guillemets, mais en tout cas suisse d'origine et français pour l'histoire, le temps d'une soirée, puisque très encouragé par le public de l'Accor Arena, Volkan Ozdemir qui affrontait l'Ouzbek Bogdan Gouskov. Alors pareil, Gouskov, on en attendait beaucoup. C'est un peu comme Zarafern. Zarafern, on attendait un peu un sursaut d'orgueil, mais finalement rien. Et Gouskov, on s'attendait à mieux. Et finalement, soumission premier round, victoire d'Ozdemir, propre, net, efficace. 3 minutes 46 du début du premier round. Franchement, Ozdemir a montré pourquoi il était classé numéro 9. Il est encore dans le coup. C'est vrai que la catégorie, il est un peu endormi des mi-lourds. Mais voilà, il est toujours dans le coup, il est toujours très fort. Et encore une belle victoire, entre guillemets à domicile, parce qu'il y a quand même pas mal de Suisses qui avaient fait le déplacement. Donc très content pour Volkan Ozdemir, qu'on avait eu l'occasion de rencontrer, et Ouais. qui est très sympa et qui a été très fort. C'est vrai qu'on avait pu pronostiquer une victoire de Gouskov Sur le papier. sur le papier lors du live de vendredi parce que bah, gros bourbier en face. C'est avec un Volcan qui semblait ces derniers temps un peu en fin de course. Hein, En perte de ces vitesse, dernières ouais. highlights, ils datent quand même de quelques années, même quand l'UFC essaye de le promouvoir en mettant les clips de ses KO. C'est des KO qui datent un peu et que dernièrement, il n'était pas forcément dans une bonne phase, Volcan. Donc on pouvait avoir des doutes sur sa performance contre un bourbier que représentait sur le papier Gouskov, monstre de KO, très puissant, etc. Mais finalement, Volkan Ozdemir, à partir du moment où il est rentré sur du lacrim, c'était gagné. Il est rentré dans sa tête. C'était gagné et vraiment magnifique. On pensait que voilà, Volkan allait être moins bon en striking face à un adversaire qui inflige que des KO. Finalement, Volkan a été meilleur partout, que ce soit au sol ou en striking. Voilà, Volkan qui arrive à avoir une magnifique soumission au premier round. Totale domination de Volkan, Gouskov qui n'a rien montré, qui n'a rien pu faire. Donc d'un côté, énorme flop pour l'Ouzbek qui, sur le papier, était un monstre et qui était un peu voilà, mis en avant comme un bourbier pour Volkan. Et de l'autre côté, énorme performance de Volkan qui a fait parler sa technicité, son expérience et le fait que c'est pas un vétéran UFC pour rien. Donc vraiment, chapeau à notre francophone suisse Volkan qui a fait une superbe performance et qui aurait pu aussi mériter le bonus de Performance of the Night pour cette soumission qui était magnifique, tout en contrôle, tout en maîtrise. Je crois que c'était un rear naked choke, un truc comme ça, ouais, c'est ça. Vraiment magnifique. Bravo Volkan. Gros flop de la part de Gouskov. Vraiment génial la manière dont Volkan a pu finir ce combat. Oui, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on présageait d'un bourbier parce que sur le papier, Gouskov était bien meilleur, comme tu l'as dit, en KO. On s'attendait à une vraie puissance de frappe.
même si Volkan a toujours eu une très grosse puissance de frappe. On ne dit pas que Volkan a un mauvais striking. Et puis, comme tu l'as dit, il a des highlights qui datent un peu, mais il a quand même fait le titre mi-lourd contre Daniel Cormier à l'époque en 2018. Donc, c'est pas n'importe qui dans la catégorie non plus Volkan. Mais c'est vrai que cette catégorie étant un peu en reconstruction, entre guillemets, parce que c'est vrai que Volkan, il est toujours 9ème alors qu'il sortait d'une. Et son dernier combat, c'était une défaite, etc. Donc, on s'est dit, voilà, est-ce qu'il est encore au top de sa catégorie? Il a montré qu'effectivement, contre un mec comme Gouskov, déjà, au striking, il pouvait avoir le meilleur coup d'œil et être le meilleur des deux. Et puis surtout derrière, de le gérer au sol en soumission et de l'emmener et de le gagner. Donc franchement, très très beau boulot de Volkan, en espérant que voilà, ça lui permette de remonter un peu dans les rankings et de prendre un peu plus de thunes aussi sur sur ses prochains combats UFC. Mais en tout cas, il a montré que voilà, sa carrière à l'UFC n'était pas encore finie et qu'il fallait compter sur lui dans cette catégorie des mi-lourds à l'avenir. Encore très belle performance, tu l'as dit, il aurait pu avoir une performance of the night ou même soumission de la soirée, quelque chose comme ça aurait pu être très très beau pour Volkan. L'autre homme, qui lui a fait une sacrée performance, alors on l'attendait, hein, on connaît le loustic, comme dirait l'autre, mais quel combat de Benoît God of War Saint-Denis contre Thiago Moises, le Brésilien, le vétéran de cette catégorie des lightweight de l'UFC. Mais quel combat de Benoît Saint-Denis, qui encore une fois n'a pas laissé place au débat. Il gagne par KO TKO à 4 minutes 44 de la fin du deuxième round, donc quasiment à la fin du round. Mais quel KO, quel combat. Vraiment, je pense il a eu le Fight of the Night, comme tu l'avais dit juste avant, le combat de la soirée. Mais qu'est-ce que c'est mérité pour Benoît, qui d'ailleurs a eu un problème de traduction, puisque moi je suis pas très fan du traducteur de l'UFC. Après voilà, c'est mon avis personnel, mais je trouve que parfois il manque un peu. Après, c'est difficile de traduire en live, hein, je suis totalement d'accord. Mais c'est vrai qu'il n'a pas traduit exactement ce qu'a dit Benoît, mais Benoît a dit: il n'y a aucun moins de 70 qui peut faire un 5x5 avec moi. 3x5. Non, 5x5. Non, 3x5. Il a dit, t'es sûr 3x5? Ouais, 3x5. Bah, j'ai mais compris. s'ils peuvent pas faire 3x5, ils peuvent pas faire 5x5. Ouais, non, mais c'est pour mais... ça. Mais c'est pour ça que moi j'avais compris, parce que du coup il veut la ceinture derrière. Donc moi j'avais compris 5x5. Mais Bref. je suis sûr qu'il a dit Bah, 3x5. écoute, mais bref, mais du coup l'autre, le traducteur a pas dit ça. Il a dit oui, je veux n'importe qui ou je sais pas quoi. Enfin bref, il a dit autre chose. Mais toujours est-il que voilà, Benoît a fait une performance incroyable et effectivement là, il peut prendre n'importe qui dans la catégorie. Pour l'instant, il a lavé tout le monde, hein. Ouais, mais on le disait déjà après le combat contre Bonfim. On le disait en pronostic de ce combat-là, que Benoît Saint-Denis, demain, il peut taper Makhachev, il peut taper n'importe qui dans la catégorie. Il est tellement violent, tellement fort qu'il peut aller battre n'importe qui. Donc il a montré là encore une fois de plus sur ce combat que justement il pouvait aller prendre n'importe qui. Franchement, pure violence comme d'habitude. Un peu comme le combat contre Bonfim, il a commencé hyper fort, des coups au corps avec les coups de pied, des gros striking, pure bagarre de Benoît, mais pas la bagarre brouillonne qu'on peut avoir des fois dans des combats où les combattants ont aucune technique et comme on pouvait voir Francis Ngannou des fois qui arrivait à la bagarre avec des gros coups comme ça et ça touchait et ça éteignait la lumière. Benoît, lui, c'est quand même beaucoup plus technique que ça, mais ça reste de la bagarre purement dans la violence. Et il prend pour moi le premier round à 18, hein, quasiment, parce que Thiago Moises il met très peu de coups, il fait pas grand chose, il n'arrive pas à emmener Benoît au sol. C'est plutôt même Benoît qui l'emmène au sol. Il fait quand même 2 tentatives de clé de talon, ou clé de talon, clé de genou, on sait pas trop parce qu'il n'arrive pas vraiment à les passer, Thiago Moises. Donc ça montre que Benoît, contre des mecs qui sont très forts en soumission, il arrive à se battre au sol, à se défendre d'attaques, de soumission, etc. Donc ça montre à quel point il peut être déjà fort debout, ça on le savait, mais aussi fort au sol et fort en défense de sol. Donc vraiment à quel point Benoît peut être complet. Et c'est vrai qu'après derrière c'est de la pure violence, c'est de la pure domination. Vraiment, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce combat pour l'analyser, à part que vraiment Benoît a roulé sur son adversaire. Il n'y a eu pour moi aucune adversité, juste un Thiago Moises qui a encaissé, qui a essayé de tenir le plus longtemps possible et qui a finalement au bout d'un moment, à la fin du deuxième round, qui pouvait plus tenir et qui était contre la cage, en train de se protéger comme ça, plus rien proposer. Donc forcément l'arbitre
arrête justement le combat. Ouais. Donc franchement, magnifique Benoît, comme d'habitude, qui nous régale et puis qui obtient, heureusement, tant mieux pour lui, les bonus des 50K, même si pour moi, c'est difficilement justifiable de donner un Fight of the Night dans un combat qui a été autant à sens unique. Alors c'est vrai que ça a été impressionnant à Mm. regarder, le combat était magnifique, mais trop à sens unique pour moi pour avoir le bonus de 50K, parce que ça veut dire que Thiago Moïse derrière il prend aussi 50K. Oui, Et là je trouve que on aurait pu donner juste un Performance of the Night à Benoît, oui. comme ça, Un KO de la soirée, ça pour aurait la pu. performance, parce qu'avant c'était vraiment que KO, que Mm. soumission. Maintenant l'UFC a élargi à la Mm. performance globale. Mm. Euh, donc il aurait pu avoir la bonus de performance pour Ouais, la c'est ça. domination. Et derrière, voilà, donner le Fight of the Night à les 50K à Thiago Moïse, je trouve que c'est pas justifié parce qu'il a vraiment rien proposé. Alors que derrière, comme je disais, je trouve qu'il y a le combat d'Angelousa contre Rhys McKee, où là les deux vraiment ont proposé quelque chose, les deux se sont donnés et le combat était vraiment magnifique à voir. Et un Q-tapper qui nous dit, mais je crois pourquoi il partait pas en JJB au début quand il était sur le dos. Oui, c'est ce qu'on demandait aussi C'est si ça, Thiago quand Moïse. non non Benoît, on a cru à un moment donné qu'il allait partir aussi en rear naked choke. Tu sais, Ah quand il oui, l'avait oui, contre la cage et ouais. qu'il essayait un peu de passer. Je sais pas pourquoi non plus. C'est vrai on s'est posé la question en le voyant, parce qu'on avait on avait pronostiqué. On s'est dit peut-être soumission parce qu'on connaît Mm. la puissance de KO de Benoît, mais on s'est dit là ces deux dernières sorties, notamment contre Bonfim, c'était une belle soumission. Donc on s'est dit pourquoi pas. Et c'est vrai qu'on l'a vu en direct, on s'est regardé à ce moment-là, on s'est dit tiens, il va essayer le rear naked choke, et puis finalement non. Alors pourquoi il n'a pas été jusqu'au bout, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'a pas réussi à passer? Est-ce qu'il a préféré une autre stratégie? Je sais pas trop, parce que c'est vrai qu'il était contre la cage, donc est-ce que c'était facile à passer? Est-ce que Moïse n'avait pas une belle défense aussi Ouais, de je pense. soumission, voilà, et puisque voilà, il a pris, il en a tenté, comme tu disais, avec les talons, avec les genoux, on savait pas trop, puis Benoît s'en est assez facilement sorti. Mais oui, je sais pas non plus, on sait pas non plus pourquoi, mais c'est vrai qu'il aurait pu, de toute façon, on connaît Benoît, il aurait très bien pu lui caser une petite soumission Mm. qui va bien. C'est voilà, il n'était pas obligé de finir Ah, en ce qui est KO, sûr, ouais, c'est qu'il a mais essayé, mais ouais, je pense que Taigo Moïse, comme il est très bon en soumission, il est aussi très bon en défense de soumission, donc c'est pas forcément ouais, passé pour les ça devait être tentatives difficile. de Mm. Benoît. Et c'est pour ça qu'après, il est reparti à ce qu'il sait faire, c'est-à-dire la pure violence. Et il savait que voilà, il n'a pas réussi à passer le rear naked choke quand son adversaire était on va dire, recroquevillé Mm. au bord de la cage. Il s'est dit, bah, finalement, je continue en ground and pound, c'est ce qui marche, c'est ce qui a fonctionné. Ouais, Donc voilà, il a tenté, parce que je pense que ça aurait été beau pour le spectacle, oui. encore une fois, de soumettre un Brésilien Mm. qui est fort en soumission. Mais finalement, il a préféré la violence. Et en tout cas, tant mieux pour Benoît qui va là aller taper. Et on espère, ça serait un manque de respect de ne pas lui donner quelqu'un du top 10. Bah, Hein. c'est ce qu'il disait. Il parlait de Geiji, il parlait de Fiziev. Pour la Franchement, ceinture BMF, c'est surtout un mec KG. comme ça, ouais, c'est un mec comme ça qu'il faut lui donner. Je pense que la ceinture BMF, c'est compliqué d'aller la chercher parce que bah, on le voit, l'UFC il donne la ceinture BMF à des mecs qui ont une hype de malade, mais surtout une énorme fanbase à l'international. Mm. Et Benoît Saint-Denis, il a une énorme fanbase en France, mais je sais pas s'il a encore été complètement conquérir le public international. Et en tout cas, je pense pas qu'il soit au niveau des fans, en tout cas, du même galon que peuvent l'être Geiji, Masvidal. Masvidal ou encore Poirier, qui sont des mecs qui du coup ont combattu pour la ceinture BMF. Même si c'est vrai que là actuellement le plus gros motherfucker de l'UFC, franchement quand on voit les performances, c'est Benoît Saint-Denis. C'est tellement un Ouais. tueur que vraiment il peut rouler sur tout le monde et donc aller chercher cette ceinture et même la vraie ceinture de l'UFC de Makhachev. Ouais. Non, bien sûr, c'est pour ça, là, c'est vrai qu'il était à l'entrée du top 15 avec un ancien top 15 qui du coup était top 16, Moises. Mais là, si on lui donne pas même un top 10 minimum, que ce soit un Gamrot, un peu tout le monde finalement, Ouais, comme il disait, il peut prendre tout le monde et il prendra tout le monde. Et puis pourquoi pas un premier main event de Fight Night aussi ouais, clairement. pour Il Saint-Denis, mériterait. hein, il mériterait. C'est pour ça que j'étais quasiment persuadé d'avoir entendu 5x5, parce que je me suis dit en fait il veut passer au format championnat, et en mode de toute façon vous pouvez me donner n'importe qui, même en main event, je les fume tous, tu vois, genre pour le titre, pour un titre il y a aucun problème. J'ai pas besoin que des 3 rounds, les 5 je les tiens aussi, donc c'est pour ça, je pense que là il a envie de passer à la vitesse supérieure, et un peu comme Manon dont on va parler juste après, enfin là tout de suite, qui du coup avait cette un peu demi-finale mondiale pour après aller au titre.
Je pense que Benoît, c'était un peu ça aussi. C'était son gros test match avant de vraiment passer au top 10 facile. Top 15, top 15 c'est sûr, mais voire top 10. Et d'aller taper pour ses premiers main events de Fight Night, comme on a pu voir Nassourdine par exemple contre Strickland, Ouais. etc. Il pourra avoir, je pense, un bel avenir dans ce coin-là. Donc c'est pour ça que je pensais au 5x5. 5x5, c'était pas le format du combat de Manon, mais elle l'a déjà connu. Elle l'a déjà connu. Elle a fait des main events, Manon? Non, pas encore. Non, pas encore. Pas Pas encore. C'est encore. fou alors qu'elle est Mm. deuxième de la catégorie. C'est bien ce que je me dis parce que Ouais. Shukagan, je me souviens que c'était la première contre la deuxième, mais oui, non, c'est ça Ouais, mais exactement. c'est qu'elle a Terrible. affronté Shukagan sur une trop grosse carte. Oui, c'est ça, Il y exactement. avait Bah Charles oui, Oliveira, c'était Makhachev. UFC ou Abu Dhabi, donc Ouais, voilà, il y forcément, avait. c'était même pas comme main event le, Ouais, ouais, le, non, il y avait le, pas. le Malheureusement, il fight. n'y avait pas matière Ouais, à c'est ça. rivaliser. Elle pouvait pas s'imposer sur la carte, mais en tout cas, là, elle s'est imposée sur la carte. Alors, toujours pas en 5x5, mais en 3x5 contre Rose, enfin Thug, Rose Namajunas, voilà, qui a été vraiment respectée par le public parisien et qui le mérite. Hein. On connaît La légende. la légende qu'elle est, ses capacités, voilà, enfin, ouais, toute sa carrière est impressionnante et elle l'a montré encore hier soir. Manon Fiorot qui a magnifiquement géré ce combat, qui repart avec une belle ouverture sur la tête, mais bon, à l'origine c'est un coup de tête. Hein, l'une qui se baisse, l'autre qui se remonte et paf. Hein. C'est vrai qu'il y a eu des sifflets pour ce coup de tête, mais c'est vrai que c'est pas, voilà, c'est toujours involontaire, hein, parce que l'une comme l'autre, d'ailleurs, parfois c'est l'une qui touche, enfin voilà, ça peut arriver aux deux, les C'est deux. même. Parfois les deux sont ouvertes, Mm. parfois il y en a qu'une des deux, donc c'est jamais vraiment, c'est jamais volontaire. Mais en tout cas, voilà, belle ouverture pour Manon. Mais voilà, je trouve elle a vraiment très bien géré son combat. Et elles auraient peut-être aussi mérité le Fight of the Night. Je trouve qu'il y a eu, Ouais, il y a eu des propositions des deux côtés. Et là, Rose a mérité aussi les 50K s'il y bah, avait pour eu. moi, c'est vrai que quand on savait pas encore à qui ils allaient donner Mm, les bonus, j'hésitais entre ce combat-là et celui d'Ange Boussard mm. Ismaki pour le Fight of the Night. C'est vrai que j'aurais pas imaginé celui de Benoît Ouais, justement pour la performance de Taigo Moses. Donc j'hésitais entre ces deux combats-là. Je trouvais que le combat d'Ange Boussard était plus intense en termes d'intensité pure. C'est vrai que ce combat-là était plus disputé. mm. C'est qu'en fait, les deux combattantes étaient vraiment très fortes, on l'a vu. C'était vraiment un combat dont les coups elles se sont échangés les coups. Et à un moment donné, ils se sont échangés 2-3 high kicks. C'était ma hantise de ce combat-là que Manon Fiorot se prenne un high kick et tombe sur un high kick de Rose, tant on sait que elle est très dangereuse là-dessus, que c'est comme ça qu'elle avait notamment Zhang Weili. remporté le titre face à Zhang Weili. Donc ça me faisait très peur. Donc quand il y en avait, c'est vrai que Fermez les je yeux. stressais, je fermais les yeux. Et c'est vrai qu'à un moment donné, dans le troisième round, je crois, ils se sont échangés 3-4 Mm. high kicks chacune. Et c'est vrai que ça a été un peu à l'image du combat, où quand il y en a une tapait, l'autre tapait aussi. Donc c'était un combat serré, mais qui globalement sur l'ensemble a été dominé au niveau du striking par Manon, Mm. qui a été plus efficace, qui a gagné les échanges, qui a fait plus de mal à Rose, qui a aussi surtout bien défendu les takedowns, les projections de grappling, etc. Donc franchement, un combat super de Manon qui gagne globalement les 3 rounds, même si certains juges ont pu donner, je pense, le troisième round à Rose, qui était un round plus disputé, et puis que Rose savait qu'elle devait venir pour le finish, donc qui est venu plus fort que sur les deux premiers. Donc vraiment un combat qui a été stressant jusqu'au bout quand on sait à quel point Rose est forte et qu'on sait qu'en plus Manon avait le combat en main, qu'il fallait vraiment pas se faire surprendre dans le troisième Ouais. round. Et finalement Manon qui obtient la plus grosse victoire de sa carrière, une très belle décision qui maintenant, comme elle l'a dit en interview, elle veut une championne, que Une ça vraie soit championne, une vraie championne, pas mais une ancienne. que ça soit Shevchenko ou Alexa Grasso qui vont se réaffronter pour la ceinture. Dans tous les cas, ça sera Manon derrière qui prendra la gagnante et qui aura sa chance pour la ceinture. Cette fois, peut-être en main event d'un UFC numéroté ou en co-main event d'un UFC numéroté en fonction de qui est-ce qu'il y a d'autres comme combat. On sait que souvent, voilà, quand il y a un combat d'hommes, souvent le combat de femmes, même quand il est pour la ceinture, il est relégué au niveau de co-main. Mais ce sera Euh, quand même 5 rounds. mais Ce ça sera sera, 5 rounds. voilà, Là, pour le coup, ça ça sera pour la ça ceinture, fera ça 5 sera rounds. 5 rounds. Donc un gros combat en perspective pour Manon qui a fait plaisir à tout le monde et qui a prouvé qu'elle était la vraie aspirante au titre en battant la légende qui est Rose Namajunas. Et c'était vraiment un combat exceptionnel. Tu l'as dit, Manon Fiorot, on en attendait beaucoup forcément parce que c'est cette star française, parce que c'était le co-main event, parce que voilà, c'est Manon. On n'avait pas envie qu'elle tombe entre guillemets contre Rose, parce qu'on savait que c'était
un gros ralentissement après dans sa progression de carrière. Donc on n'avait vraiment pas envie de voir ça. Et pourtant, qu'est-ce que ça a été un beau combat disputé des deux côtés. Tu l'as dit, Rose Namajunas au début du troisième round, elle le savait, hein, on l'a vu de loin, qui a pointé vers Manon comme ça et qui a fait un signe de croix, voilà, en disant, je pense, en mode j'ai plus rien à perdre, Mm. j'y vais quoi. Et c'est vrai que on l'a vu un peu plus vénère, un peu plus entreprenante peut-être dans le troisième round, en se disant que de toute façon elle avait plus rien à perdre. Mais justement, Manon a su très bien gérer déjà les deux premiers rounds et surtout ce troisième qui pouvait être un peu piège parce que voilà, avec la fatigue, etc. Parfois, on l'a vu avec Ousmane. Hein, c'est vrai que rien n'est jamais joué, même en 3 rounds. En l'occurrence, là, Ousmane, c'était 5 pour le titre. Mais voilà, avec la fatigue, etc., la garde qui descend un peu, le bon high kick au bon moment, comme tu le disais. Et on connaît la qualité de Rose dans ce domaine-là. Et ça aurait pu être terminé pour Manon. Donc, heureusement, elle a bien réussi à gérer. Elle a montré, surtout à l'UFC, à la fois qu'elle avait droit au titre et puis surtout que elle avait vraiment la capacité pour le remporter. C'est vrai que Ouais. c'était ça aussi l'enjeu. C'était pas simplement de gagner contre Rose Namajunas, mais de montrer quelque chose et de montrer. Et là, elle a montré, elle avait fait avec la manière, puisque la défense de takedown de Manon, mais c'était vraiment incroyable. Alors qu'en stat, juste avant d'entrer dans l'octogone, on avait Rose Namajunas qui avait le plus haut taux de takedown, enfin le deuxième plus haut taux, je crois, de takedown des strawweight, donc de la catégorie du dessous. Mais là, chez les flyweight, on s'est dit que voilà, c'était peut-être aussi le danger pour Manon. Et finalement c'est sprawl incroyable, cette gestion du combat, ce striking bien dosé. Enfin, vraiment, Manon a montré tout l'étendue de son talent contre une fille en face qui, certes, a monté de catégorie, mais qui est une telle légende de l'UFC que, voilà, que c'est toujours dangereux. On l'avait vu à l'époque avec GSP contre Bisping, hein, GSP qui avait monté de catégorie pour aller en middleweight et qui avait quand même été très dangereux et qui avait réussi à remporter la ceinture contre Michael Bisping. Donc c'est jamais gagné d'avance, même si c'est pas la bonne catégorie, c'est toujours des combattantes et des combattants très très durs et très très forts. Donc un très très grand bravo à Manon et on sera bien sûr derrière elle pour la soutenir contre Alexa Grasso ou Valentina. C'est vrai qu'elle aimerait beaucoup Valentina parce que Mm. quand elle est arrivée à l'UFC, c'était Valentina et elle voulait, voilà, elle veut taper toujours Valentina, le top de la catégorie, mais elle ira chercher celle qui a la ceinture autour de la taille, que ce soit Alexa Grasso ou Valentina Shevchenko, à suivre bien sûr sur Trosport, Mm. Ouais, mais c'est voilà, vrai qu'on on sera là. on pourrait préférer Valentina à Alexa parce que Valentina, elle a été championne pendant plusieurs années. Elle a lavé la catégorie Oui, avant de se faire c'est plus malheureusement. prestigieux, ouais. Ouais, c'est plus prestigieux parce qu'elle vraiment, elle a battu tout le monde dans la catégorie avant de se faire avoir par Alexa Grasso, magnifiquement d'ailleurs lors du dernier combat. Alors qu'elle maîtrisait ses premiers En rounds plus, aussi, hein. ouais. Donc vraiment, est-ce que c'est une erreur qu'a fait Shevchenko sur le combat? Hmm. Oui, c'est clairement une erreur. Est-ce que ça Est-ce que montre c'est le qu'elle début de est, la fin est-ce que ou c'est le début de la fin ou est-ce qu'elle va réussir à rebondir et montrer qu'effectivement c'était elle est juste, au-dessus? voilà. Franchement, ça serait pas mal pour le prestige que ça soit elle qui récupère la ceinture et que ça soit elle qui se fasse battre après par Manon. Ouais. Mais voilà, si Alexa Grasso confirme encore une fois qu'elle bat Shevchenko, là il y aura plus de débat. Alexa Grasso sera la vraie championne et malheureusement Shevchenko, malgré tout le prestige, sera un peu plus enterré. Donc dans tous les cas, Manon elle va combattre pour la ceinture contre l'une de ces deux femmes et dans tous les cas, grâce à cette revanche justement, ça sera une femme qui sera la championne légitime et qui sera dans tous les cas un gros adversaire et une adversaire prestigieuse surtout. Oui, elle est très prestigieuse et c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à Manon, c'est d'avoir Valentina elle la veut, mais bon, tout le mal qu'on peut lui souhaiter de toute façon, c'est d'avoir ce title shot assez rapidement et surtout de le Mm. gagner. Et on sera bien sûr tous derrière elle, tous les fans français et sur Sport, bien entendu. On vous donnera toutes les nouvelles et on sera derrière Manon, Évidemment. puisque elle le mérite. On salue aussi Aldric Cassata, son conjoint et entraîneur, qui a fait un boulot incroyable, et toute son équipe aussi à Nice, cette ville magnifique, hein, dont elle a bien vanté aussi les mérites dans les clips de l'UFC, où il fait toujours beau, on peut toujours s'entraîner, et elle-même le dit, et qu'elle voilà, qu'elle profite bien là en famille de cette victoire méritée, qu'elle soigne cette coupure qui devrait se soigner assez rapidement, qu'elle rentre à l'entraînement et qu'elle nous fasse encore rêver longtemps. Manon Fiorot, encore félicitations pour cette victoire par décision unanime contre Thug Rose Namajunas. Et le dernier combat de la soirée, c'était bien sûr Cyril Bongamin Gann contre Sergey Polar Spivak. Et Cyril, qui nous a rassurés et qui a déroulé, comme on dit. Ouais, un Cyril monstrueux qui a fait un bis repetita de l'année dernière. Mm.
déjà en rentrant sur du Gazo, sur La NSX, même de la même Gazo. musique de Gazo de l'année dernière. Donc on s'est dit, le message est clair, il vient pour, Il est dans le même état d'esprit. il vient dans le même état d'esprit, il vient pour faire la même chose. Et vraiment, on a eu un copier-coller du combat de Tuivasa, mais Ouais. qui s'est fini plus tôt. Parce qu'en face, on avait un mec qui résistait tout simplement moins bien que Tuivasa. Cette fois, au moins, ce qui est intéressant, c'est que Cyril, il n'a pas eu besoin de se casser la main sur son crâne Ouais. pour, pour le mettre KO. Mais c'est vrai qu'on a vu un Cyril très fort et qui, dès l'entrée du premier round, a dû défendre une tentative de lutte, une tentative de takedown de Spivak. Où là, on s'est dit attention, on savait que ça allait être le point noir. Est-ce que Cyril allait réussir à défendre contre la lutte de Spivak, qui est réputé pour être un bon lutteur? Et il l'a fait magnifiquement bien, Ouais. direct, Très beau sprawl. avec un très beau sprawl sur un single leg à la base et qui après s'est transformé en double leg. Voilà, très beau sprawl vraiment magnifique de Cyril, qui s'est fait acclamer par le public français, qui là sur ce coup-là a compris que Cyril gagne. Effectivement, il y avait eu la déconvenue contre Jones, Mm. mais qu'il avait travaillé la lutte et qu'il n'était pas mauvais en lutte parce qu'il Ça. avait travaillé, enfin il avait réussi à défendre contre un gros lutteur. Et puis après, derrière, on a vu que Spivak avait essayé d'envoyer des gros coups qui auraient pu faire mal à Cyril, mais Cyril a tout esquivé. La différence de frappe, elle est claire, et j'avais vu ça aussi ce matin en me levant. Est-ce qu'on le disait hier soir que Spivak n'avait réussi à rien toucher, et là les stats le confirment, que seulement 11 frappes Mm. significatives contre 110 pour Cyril. Franchement, ça a été une masterclass de striking de la part de Ouais. Cyril, et qui, encore une fois, a fait parler les coups au corps. Mm. A fait parler les coups au corps qui ont fait très mal, comme l'année dernière, les coups de pied, et là surtout les coups de poing. À chaque fois, les crochets où il arrivait à Spivak, qui avait une garde très haute comme Mm. ça. Cyril, il arrivait toujours à rentrer son jab et c'est direct au milieu. Donc voilà, une mauvaise garde de Mm. Spivak, et puis toujours arriver les crochets au corps. Et finalement, il l'a fini contre la cage, un peu de la même manière dont il avait pu finir tu vois ça, avec les coups marteau comme ça Mm. sur le haut de la tête. Vraiment magnifique. Spivak, on l'attendait dangereux, on nous l'a vendu dangereux parce que sur le papier il était dangereux, etc. Que c'était un gros test, encore une fois, pour Cyril. Mais Cyril est tellement fort qu'il a vraiment fait passer Spivak pour un amateur. Bah, c'est surtout après cette défaite contre Jones, c'est vrai que l'UFC a insisté sur leur com là-dessus, c'est de dire en fait, est-ce que Gann a toujours le niveau face à un Spivak qui était effectivement valeur montante des poids lourds. Est-ce que ça va passer parce que Spivak était quand même dangereux, et c'est vrai que Cyril a montré que justement contre John Jones c'était une erreur, qu'il a pas appliqué le game plan. Il l'a dit d'ailleurs à la fin dans son interview, que là ce soir, hier soir il avait appliqué le game plan et que ça avait marché, et que contre John Jones il n'avait pas appliqué le game plan et que c'est là où ça avait coincé. Mm. Donc ça montre qu'effectivement il est toujours dans le top des poids lourds et qu'il faut toujours compter sur lui. Là il a demandé la ceinture, alors effectivement soit elle sera vacante après le combat entre Miocic et Jones, et auquel cas bah, il aura sûrement un combat pour la ceinture vacante assez rapidement, si l'un des deux, si le vainqueur de Jones Miocic prend sa retraite, auquel cas, si c'est pas le cas, plutôt il aura plutôt un combat entre guillemets de challenger pour savoir s'il aura le droit à un autre combat légitime pour la ceinture plus tard. Mais en tout cas, il a montré que déjà Spivak effectivement a peut-être un peu trop de hype. En tout cas, on l'avait un peu survendu. Et puis surtout que il faut faire avec Cyril Gane dans la catégorie des poids lourds de l'UFC, il n'est pas perdu. Et c'est vrai qu'il a eu beaucoup de bashing sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens qui lui ont dit que bah, limite il était nul et qu'il a jamais été bon après sa défaite contre John Jones. Voilà, on voit que ça fait partie des gens qui connaissent à peine le MMA, qui ne regardent peut-être que l'UFC, Mm. et voilà, qui sont très contents d'encourager les Français quand ils gagnent, et quand ils perdent, voilà, ils les ont jamais aimés. Donc c'est un peu, voilà, c'est difficile parce que voilà, c'est un sport où on a besoin de soutien dans la victoire comme dans la défaite. Et surtout, Cyril a eu notre soutien voilà, dès le départ, hein, de toute façon, depuis qu'il est arrivé à l'UFC, et encore plus maintenant. C'est vrai on a vu, on avait clairement identifié, et je pense que lui aussi et Fernand aussi avait identifié son problème contre Jones, le problème qu'il a envoyé le bras arrière plutôt, alors que Fernand lui avait dit de ne pas le faire déjà. Et puis c'est lacune au sol, mais voilà, là au moins sur les sprawls il est assez sûr de ses appuis, et pourquoi pas aller chercher le titre assez rapidement. En tout cas, une magnifique façon de conclure la soirée pour Cyril. Déjà lui, je pense qu'il y a eu beaucoup de soulagement, tu vois, de ne pas s'enfermer dans une série de défaites, ou en tout cas de ne pas enchaîner une deuxième défaite d'affilée, et puis de magnifiquement conclure cette deuxième soirée à Paris,
et d'être à la hauteur, d'être la tête d'affiche. Donc une magnifique conclusion pour cette soirée. Pareil, Performance of the Night pour le Cyril, KO, ouais. enfin pour le TKO de Cyril sur Sergei Spivak. Et ben on a fait le tour de cette Ouais. magnifique soirée. Voilà, c'est la fin. Euh, Une soirée une soirée magnifique, hein. ouais, Ouais. qui aura été à la hauteur de nos attentes, qui sur le plan sportif, franchement, de la carte, du spectacle, qui était vraiment mieux que l'année dernière. Ouais. L'année dernière, c'était déjà la folie. Là, vraiment, on a eu on va dire des meilleurs combats, plus de Français, plus de finish. On n'a pas eu de combat mou, enfin chiant comme on a pu l'avoir l'année dernière avec Makdessi et Aksparat. Ouais. Là, franchement, tous les combats étaient intéressants. Une magnifique carte qui s'est soldée sur un magnifique spectacle. On peut noter, comme on le disait, les petits couacs qui se sont sûrement pas vus à la télé, mais Dorga, voilà, sur le moment, on se dit ça fait pas très pro au niveau là, des entrées. Mm. Nora Cornell qui est coupée trop tôt, le manque de son sur la bande son, la vidéo de Taylor et l'entrée de Lou Gran qui commence dans un silence sans musique. On demandait même au début si c'était pas un Ouais, un choix choix de pour rentrer avoir juste les juste sur huées. les huées. Ouais. Finalement, non, il y a bien une musique qui s'est lancée, mais trop tard. Donc voilà, c'est des petits couacs qui font que la soirée n'est pas 20 sur 20 en termes d'organisation, mais qui est 20 voire 21 Ouais, sur 20 voire 30 sur 20. sur le plan sportif et Ouais. sur le plan du spectacle, parce que vraiment Sur les émotions, on c'était était. impressionnant, c'était génial. Et encore une fois, nos Français qui ont prouvé que le MMA français voilà, n'était pas comme il y a quelques années, un MMA où il y avait très peu de combattants, qui n'avait pas la lumière, qui Mm. n'était pas forcément très bon et qui n'était pas forcément soutenu. Là, vraiment, on a un vivier de MMA français qui est très très fort et qui d'année en année est de plus en plus, plus en plus chargé avec des newcomers qui ont leur chance à l'UFC, etc., etc. De plus en plus de talent et de plus en plus de moyens qui est mis aussi en œuvre dans les MMA français. Donc ça fait plaisir et on espère peut-être une troisième édition l'année prochaine, peut-être en septembre, Oui. encore une fois, pour un UFC Paris 3 avec encore plus de Français, encore plus de shows et peut-être d'ici là une ceinture française. Eh Ça oui. serait tout ce qu'on peut Benoît ou souhaiter. Manon. Benoît, Manon ou Cyril Ou en Cyril. fonction du calendrier des poids lourds qui peut, enfin du niveau, enfin de l'effectif poids lourd qui peut bouger très vite. On le disait avec Jones et Miocic qui sont aux portes de la retraite. Donc franchement, pourquoi pas un Aspinal Cyril pour une ceinture vacante après le choc de décembre entre Jones et Miocic. Donc vraiment, il peut y avoir beaucoup de mouvements, Mm. comme il y en a eu cette année, avant un potentiel UFC Paris 3 ils viennent encore en septembre. Donc ça va être à suivre de très près, le MMA français. Ça va Mm. être à suivre sur Trop Sport, évidemment, tout au Exactement. long de l'année. Et puis voilà, c'était une superbe soirée, une superbe carte UFC, encore une fois, à Paris, qui devient de plus en plus une terre de MMA, une terre d'UFC. Exactement, une terre de fight en général, parce que on l'a vu, la France en général et Paris en particulier, mais on peut citer aussi, parce que tu as cité le MMA français qui se développe, mais on peut citer autre que l'UFC, parce que heureusement, il n'y a pas que l'UFC dans la vie, comme il n'y a pas que la Ligue 1 au football. Exactement. C'est vrai qu'on a le MMAGP, forcément, avec Abdel qu'on salue. On a le Hexagone MMA avec Greg MMA qui revient à l'Hexagone MMA avec Jérôme Pourru, Laurent Pourru, qui sont les deux big boss, les deux cerveaux derrière Hexagone MMA, mais Hexagone qui revient en janvier à Paris. On a tellement Octofighting à Tahiti, enfin dans la zone Pacifique, et j'en oublie, le 100% Fight, l'AEF de Willy Sirop qu'on salue. Enfin, il y a tellement de gens, et j'en ai sûrement oublié, et je m'en excuse, mais c'est vrai que voilà, il y a tellement de très bonnes organisations de MMA qui font émerger de très très grands talents. Et là, l'UFC a montré, enfin, et a vu que il y avait Manon, il y avait Cyril, certes, qui sont dans les hauteurs de leur classement, mais que BSD, il le mérite amplement, que Taylor Lapillus, il va y arriver, que Nora Cornell, elle a encore tout à prouver, mais qu'elle va le faire, que William Gomis, il peut le faire aussi, que Yanis Gemouri, et il peut le faire aussi, mais dans sa catégorie déjà, commençons par la base, comme on dit. Mais voilà, et que Morgan Charrière, bah voilà, que la carte principale, ça va devenir une habitude pour lui. Donc vraiment que de talent, d'émotion. On a eu hier avec 9 Français. C'est vrai que déjà l'année dernière, il y en avait 5 et on a vu énormément d'émotions. Et là, c'était encore mieux, encore plus fort et encore plus grand cette soirée. Et on espère avoir encore mieux l'année prochaine, ou en tout cas aussi bien.
C'est tout le mal qu'on peut souhaiter à l'organisation de l'UFC et à un UFC Paris l'année prochaine, ou peut-être dans une autre ville aussi, parce qu'on Aussi, sait ouais. que l'UFC voulait un peu changer. Donc on verra, on vous tiendra bien sûr au courant, il faudra suivre tout ça sur Trop Sport. En attendant, toute l'actu de l'UFC, toute l'actu du MMA FR et des Français, c'est sur Trop Sport. Merci de nous avoir suivis, et puis au mois prochain maintenant. À très vite sur Trop Sport.